rappel pour ceux qui l'auraient oublié, ou ceux qui sont nouveaux. Est-ce qu'il y a des gens qui sont jamais venus au séminaire ici? Ah, il y a des gens qui sont jamais venus au séminaire, d'accord. Ah, waouh. Parce qu'en fait, c'est la deuxième année. On est dans un même... Il y a eu tout un travail sur la question de ce que si on a évolué progressivement pour expliquer ce que c'était que le transhumanisme, les différents projets, différentes idéologies, ce que ça supposait du point de vue de l'évolution des sciences, de l'évolution du vivant, de l'évolution de l'humanité, quelles étaient les différentes hypothèses. Et on en était arrivé à dire que on avait le développement d'une technoscience qui n'était plus la technoscience même cartésienne qu'on avait connue jadis, c'est-à-dire une connaissance qui optimise la mise à disposition de l'environnement, ce que dit Descartes, hein, c'est-à-dire voilà, tirer le maximum de la nature, essayer d'optimiser les fruits de la nature, la mise à disposition de l'environnement, mais une technoscience que moi j'ai appelée déreconstructive, donc plus cartésienne, parce qu'elle détruit, elle détruit au sens où elle dissout la structure même de l'environnement, aussi bien l'environnement extérieur que ce qu'on pourrait appeler notre environnement interne au sens biologique du terme, puisqu'on se transforme par hybridation homme-machine et par interaction aussi homme-machine. On a vu que interaction et hybridation, ça ne signifiait pas exactement la même chose. L'hybridation homme-machine, c'était le processus que j'avais appelé l'hybridation homme-machine, c'était le processus que j'avais appelé l'objectivation du sujet, c'est-à-dire le sujet auquel s'agrègent progressivement des objets. Ça aboutit au paradigme du cyborg, alors qu'en sens inverse, il y a la subjectivation des objets. Ça commence avec le smartphone, si vous voulez, l'objet intelligent qui est subjectivisé, qui a des qualités subjectives, jusqu'à l'objet qui ressemble carrément à l'humain, et là c'est plutôt le paradigme de l'Android. Et que j'avais montré que ces deux processus se rejoignaient, et que ces deux processus, ils étaient transformateurs, non seulement de l'environnement externe, notre environnement interne au sens biologique du terme, mais donc de la relation que l'humain entretient à l'environnement, qui n'est plus une relation d'optimisation, c'est-à-dire pour être de plus en plus efficace, de plus en plus efficace, de plus en plus efficace, mais une relation qui se traduit par la transformation structurelle de l'environnement. C'est-à-dire que on dissout, on décombine en quelque sorte la réalité de notre organisme, on n'améliore pas, si vous voulez, le fonctionnement originel de l'organisme, mais on construit une machinerie qui n'est plus issue de notre patrimoine génétique. C'est autre chose qui se construit. Alors certains disent que ce n'est pas complètement détaché de l'évolution biologique, mais qu'on s'oriente vers ce qu'on appelle une coévolution homme-machine, donc l'homme étant partie du vivant, donc du vivant-machine. C'est ce que justement j'avais appelé hybridation. C'est intéressant, c'est que hybridation, ça vient aussi de hubris, qui veut dire débordement, dépassement. Donc certains disent, bah oui, c'est vraiment de l'hybridation, au sens d'hubris, où on dépasse les limites, puisque c'est le dépassement des limites, la fameuse hubris. Donc je disais que c'était des reconstructifs, parce qu'on déconstruit les structures existantes, hein, et ensuite on recombine et on construit quelque chose d'autre. Hein, on construit quelque chose d'autre. Et c'est des reconstructifs au sens où c'est une dynamique déreconstructive permanente. C'est-à-dire que des objets qui ont des objets sujets ou des sujets objets, suivant les deux tendances possibles, vont sans cesse évoluer et vont sans cesse devenir, enfin être désuets avant d'être usés, si vous voulez. Alors qu'aujourd'hui, dans le rapport au biologique, on est désuet dans la progressivité de l'usure. Là, non, on est désuet parce qu'il y a quelque chose qui est plus avancé, qui se construit, avant même que l'on soit désuet au sens de l'usure, de la désuétude habituelle, la désuétude organique. Et ça, c'est aussi un processus qui est différent, c'est-à-dire que ça devient, on peut être remplacé, on va vous remplacer par quelque chose de mieux, même si quelque part vous êtes encore neuf, on pourrait dire, du point de vue biologique. Donc c'est un type d'évolution qui est différent. Donc j'avais dit que c'était donc déreconstructif dans ce sens-là, parce que sans cesse, il y avait cette tension vers la reconstruction de quelque chose de nouveau.
Et deuxièmement, j'avais dit que c'était une technoscience, vous vous souvenez, c'est là où c'était une technoscience décisionnelle. Contrairement à la technoscience qui peut renforcer ou améliorer, du point de vue même quantitatif, par exemple, le travail humain ou les activités humaines, là c'est une technoscience qui est, d'une part, qui est cognitive, c'est-à-dire qui peut remplacer le travail humain au sens cognitif du terme, au sens mental du terme. Et je disais que dans le sens mental, il y avait deux, on pourrait parler de mental au sens de deux espèces de mental. L'espèce du mental au sens de la computation, le fait de faire des calculs, mais ça on l'avait déjà depuis la Pascaline, donc depuis Pascal, donc c'est quand même assez vieux. C'est-à-dire on a des machines à calculer, même avant, c'est-à-dire à partir du moment où on a un mécanisme d'aide au calcul, c'est déjà, on pourrait dire, des parts de travail mental qui sont prises par la machine ou des machineries quelconques, mais aujourd'hui on a aussi du cognitif décisionnel. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le calcul lui-même, l'effectuation du calcul, mais c'est le choix de faire ce calcul plutôt qu'un autre. Et le choix de faire ce calcul plutôt qu'un autre, c'est une part cognitive, mais décisionnelle, et donc là, c'est pour ça que j'avais dit que ça posait des problèmes au niveau du travail, dans le rapport au travail. Et donc j'avais dit que cette technoscience déreconstructive, cette technoscience décisionnelle, qui avait deux caractéristiques essentielles, décisionnelle et reconstructive, eh bien, on allait essayer d'examiner au début de ce premier semestre de cette année, les aspects pratiques, ce qu'on n'avait pas fait l'année dernière, mais les aspects pratiques au sens de l'articulation entre l'individuel et le collectif. Parce que l'année dernière, on a évoqué cette histoire d'augmentation, de transformation humaine, et de façon plus philosophique dans un certain sens, technique dans un autre sens, mais essentiellement axée sur l'individu, l'homme en tant qu'individu, ce que ça pouvait lui faire. Mais finalement, ça fait aussi quelque chose, ça, dans l'articulation entre l'individuel et le collectif, c'est-à-dire sur le plan social et sur le plan politique, et ce qui vient le plus facilement à l'esprit, c'est pour ça qu'on avait décidé de commencer par cela, et depuis 2 séances, nous étions déjà sur le sujet, les 2 dernières séances de cette année, sur le travail. Le rapport au travail, c'est ce qui vient évidemment plus facilement à l'esprit. Alors, on avait montré dans les dernières séances que cette technoscience déreconstructive et décisionnelle, comment dire, elle était en partie responsable, si je puis dire, et j'en parle pas le mot coupable, parce que c'est un bien, dans un sens, au premier abord, de l'enrayement, ce qu'on pourrait appeler l'enrayement de ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice, c'est-à-dire que quand il y a une évolution technoscientifique, quand il y avait une évolution technoscientifique jusque dans la 2e révolution industrielle, on avait fait les différentes révolutions industrielles, eh bien, il y a des emplois qui sont perdus, mais il y a de nouveaux secteurs qui créent encore plus d'emplois. Et que ce mécanisme-là, il était enrayé par ces nouveaux paliers dans la technoscience, puisque ce n'est plus une technoscience seulement qui prend des parts de marché de l'effort physique, même qui prend des parts de marché de l'effort du calcul, si vous voulez, le premier aspect qu'on pourrait appeler le cognitif, mais elle prend aussi des parts de marché décisionnelles, c'est-à-dire des ingénieurs, et même dans l'avenir des architectes, des pilotes d'avion, et même, on avait vu déjà que les décisions, c'est vraiment là de la technoscience décisionnelle, les décisions boursières étaient aujourd'hui effectuées en grande partie par des ordinateurs, donc ils prenaient la décision d'acheter ou vendre tel ou tel produit. Donc on avait montré les chiffres, ce que représentait par exemple une entreprise comme Facebook ou une entreprise comme Saint-Gobain, et on avait vu la différence énorme qu'il y avait dans le produit, dans la production de richesse par individu, ce que ça représentait. On voyait qu'il y a une baisse énorme du nombre d'employés dans ces entreprises-là, et qu'on avait bien dépassé de loin le seuil qui permettait de penser que même si on détruisait entre guillemets des emplois, on allait en créer encore plus dans le nouveau domaine. Donc on avait évoqué tout cela, et on en était à cette situation où d'un côté on a, et qui résulte directement en réalité de l'évolution des technosciences, parce qu'il peut y avoir des raisons conjoncturelles, des politiques publiques qui ont mal été menées, des politiques fiscales plus ou moins rustines, une sorte de gestion plus ou moins habile de la social-démocratie. Mais en réalité,
le fond du fond, c'est vraiment le déploiement de cette nouvelle technoscience qui fait qu'on a un accroissement du chômage qui est un accroissement tendanciel, c'est-à-dire c'est endémique, c'est-à-dire c'est plus quelque chose, c'est plus un chômage qu'on appelait jadis dans les années même 70, pendant les 30 Glorieuses, on parlait de chômage frictionnel, enfin celui qui fait du bien au rouage de l'économie, parce qu'il est là juste pour permettre de passer d'une activité à une autre, d'accroître une activité, d'en faire baisser une autre, donc c'est pas une sorte de levier en quelque sorte. Bien là, on est dans un chômage qui s'accroît tendanciellement, quoi qu'on fasse, quoi qu'on puisse inventer des sortes de contrats précaires, moins précaires, ceci, cela, dans tel secteur, des faux emplois qui sont des emplois avec des contrats qui sont des faux contrats tout en étant des contrats, enfin en faisant toutes ces choses-là, très compliquées, mais finalement qui reviennent au même. Le chômage s'accroît tendanciellement d'année en année, et en même temps, et c'est la première fois qu'on est dans une situation pareille, la productivité continue quand même à s'accroître. La productivité continue à s'accroître, elle aussi, tendanciellement, mais avec de moins en moins de force de travail humaine. Donc ça, c'est la tendance de fond. Après, le reste, on peut dire, on peut raconter ce qu'on veut. La tendance de fond, c'est qu'il y a moins d'efforts humains, physiques et mentaux, hein, pas seulement physiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire, moins d'efforts humains en général, plus de production de richesse, et donc de plus en plus de chômage. Alors, ce qui est étonnant et ce qu'on avait remarqué aussi, c'est la troisième caractéristique, en tout cas dans l'impact de cette technoscience sur l'économie, la technoscience reconstructive et décisionnelle, c'était un fonctionnement de l'économie, c'est ce qu'a souligné un certain nombre d'économistes, un fonctionnement en réseau, et en particulier ce que certains appellent l'Internet, mais dont l'Internet de la connaissance, bon, que vous connaissez, l'Internet de l'énergie, on a évoqué la dernière fois aussi, puis l'Internet des transports. Et ce rapport à l'Internet de la connaissance, c'est ce que dit Jeremy Rifkin, dont on avait parlé, qui est économiste, mais en même temps qui est aussi un peu sociologue, et qui fait la distinction entre Internet de la connaissance, Internet de l'énergie, Internet des transports, et qui montre qu'il y a un développement de ce qu'il appelle le coût marginal zéro. C'est-à-dire que, en gros, le coût marginal zéro, ça veut dire qu'il y a un investissement de base, mais qu'ensuite, cet investissement de base, après cet investissement de base, il n'y a plus de coût. Par exemple, et pourtant, il y a un rapport. Par exemple, je ne vais pas donner cet exemple, mais un exemple typique, ça va être Kindle, sur Amazon. Vous achetez un produit, quelque chose qui a été écrit, il y a effectivement un coût à la base, mais au-delà de ce coût de base, eh bien, l'ajout, le coût marginal, il n'y a plus rien, c'est-à-dire que c'est uniquement vous achetez, mais il n'y a rien de produit en plus. En termes il y a un service, mais le service, au départ, c'est un investissement de base, un investissement électronique. Il donne l'exemple aussi de l'énergie, en disant l'énergie solaire, de plus en plus, les gens vont se munir avec un investissement de base de la technologie pour recevoir de l'énergie solaire, mais il y en aura plus, donc ils vont la vendre à leurs voisins, mais ça ne représentera aucun investissement au-delà de l'investissement de base, le coût marginal zéro, c'est-à-dire de surplus, puisque par la suite, ils ne vont pas recevoir de facture du soleil. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une transformation du fonctionnement même de l'économie, parce que cette notion de réseau, c'est-à-dire la technoscience, dans ce sens-là, va même finir par modifier, je pense, on pourrait dire, le sens même de ce qu'est la propriété. On le voit justement avec Amazon, on le voit avec ce type de produit, c'est-à-dire on a une vision de la propriété dans les sociétés industrielles qui est une vision un peu essentialisée de la propriété. C'est-à-dire que c'est à nous, entièrement à nous. Bon, évidemment, il y a des petites choses que peu de gens savent, mais qui limitent en réalité cette propriété. C'est vrai qu'on est habitué depuis la révolution de 1789, qui, comme le disait Marx, et il a vu, c'était une révolution bourgeoise. C'est une révolution bourgeoise dans le sens où l'obsession de base de 1789, beaucoup plus que l'égalité sociale, c'est pas l'égalité sociale, l'obsession de 1789. C'est la propriété. C'est l'idée d'avoir une propriété, que la propriété, c'est pas seulement les aristocrates
qui ont la propriété. C'est vraiment Donc l'obsession, c'est pas l'égalité, c'est l'idée que tout le monde peut avoir une propriété et que du coup on peut s'échanger sa propriété et que on peut échanger et être responsable en vertu de quoi? De son consentement. Donc oui, il y a la subjectivité de la volonté, etc. Mais du point de vue économique, c'est la propriété. Et donc on a une définition quand même essentialisée de la propriété comme quelque chose qui est vraiment absolu, alors qu'en réalité, même depuis 1789, il y avait déjà des limites, par exemple le sous-sol. En France en particulier, on ne possède pas le sous-sol, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On a une définition, pourtant, de la propriété normalement, et c'est là on voit dans le Code civil que la définition de la propriété, c'est une définition essentialisée qui ne correspond pas à la réalité, qui est usus fructus abusus, c'est-à-dire vous pouvez en user, évidemment, en tirer tout usage, et puis vous pouvez en retirer tout fruit ensuite, c'est-à-dire vous pouvez vendre non seulement votre propriété, mais les fruits de votre propriété, c'est à vous. Et puis, abusus, vous pouvez l'abuser, c'est-à-dire que vous avez le droit de casser, vous avez le droit de faire le mauvais garçon, si vous voulez, avec votre propriété, vous pouvez le prendre et paf, paf, c'est à moi, je le casse, si je veux. Si je veux, je le casse. Bon, puisque c'est à moi. En réalité, on voit bien que déjà, il y avait des limitations. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la technoscience, eh bien, à mon sens, il y a aussi une explosion de la définition même de la propriété, puisque, par exemple, ne serait-ce qu'avec un appareil, un appareil, on photographie, je vous disais, une maison qui a été construite par un architecte. Cette maison, elle appartient à un individu qui l'a achetée. D'un autre côté, l'architecte, c'est sa propriété intellectuelle, d'artiste, architecte, c'est singulier, c'est quelque chose de particulier. Et puis le photographe, il photographie ça, en même temps, c'est une œuvre, le fait d'avoir photographié ça. Alors donc on voit bien qu'on a, comme disent les juristes, ils parlent de démembrement de la propriété, mais là on a une sorte de démembrement automatique de la propriété. Et là, comment est-ce qu'on gère tout ça? C'est une question qu'on va devoir, à laquelle on va devoir réfléchir. Puisque aujourd'hui, c'était supposé être notre séminaire utopique, c'est-à-dire que j'étais censé vous proposer justement des solutions, en tout cas des solutions de façon hypothétique, parce qu'il faut quand même être modeste, des solutions hypothétiques pour répondre à ce grand enjeu, cette grande question qui, comme ça, quand on la prend au premier abord, a l'air absurde. C'est-à-dire, on produit plus avec moins d'efforts, mais il n'y a rien de plus horrible, parce qu'il y a du chômage. Sur le moment, quand on pose la question, c'est absurde. Et bien moi, il me semble que les réponses qui sont données à cette question sont effectivement encore plus absurdes. En fait, ce sont les réponses qui rendent la question absurde. Parce que, et c'est là où je vous avais dit que je vous lirais un passage d'Hannah Arendt. Je pense que ça fait déjà 2 séances que je vous promets 2 passages d'Hannah Arendt et que je n'ai pas fait. Non, oui, sans, pour ceux qui... Effectivement, on pourrait penser, certains pourraient penser, dire « Ah, ça, c'est la fin de la modernité, parce que la modernité, c'est le règne du travail, on se définit par le travail, par l'effectivité, donc c'est l'horreur absolue. En même temps, du point de vue social, ça c'est du point de vue philosophique, ça serait l'horreur du point de vue philosophique, parce que la promesse de la modernité, ça serait la promesse d'un travail pour tout le monde, en quelque sorte. Et l'autre aspect, ça serait la remise en cause aussi des aspirations sociales, pas seulement du rêve de la modernité, mais des aspirations sociales. Et moi, je crois que rien n'est moins vrai que ça. Déjà, si on examine ce qu'est la modernité, oui, effectivement, on a, je crois, comme une sorte de... On a une mauvaise interprétation, une mauvaise définition de ce qu'est la modernité. C'est pour ça que je voudrais y revenir un petit peu par rapport à ça. Et cette mauvaise interprétation, je crois, Hannah Arendt a participé grandement à la diffuser, malgré son génie philosophique, et malgré le fait que ce livre est un livre vraiment extraordinaire. C'est le genre de livre qu'on lit, enfin moi, je suis très lent lorsque je lis, c'est le livre, je dois passer, je sais pas, 2 pages, 2 heures. Bon, si je reviens dessus, parce qu'elle est dans le détail du détail du détail, mais néanmoins, je pense qu'il y a une erreur fondamentale à la base de ce bouquin, Conditions de l'homme moderne, puisque pour elle, l'homme moderne, et moi je pense tout à fait le contraire, je vais vous expliquer pourquoi, l'homme moderne, c'est l'homme qui est fait pour travailler. Et la modernité, c'est ce qui impose le travail,
Alors que jadis, elle a une vision un peu idyllique de ce jadis. Jadis, ce qui était important, c'était l'œuvre. Dans l'Antiquité, l'important c'était d'œuvrer, alors que là, on a transformé l'œuvre en travail. Je la cite, on a transformé l'œuvre en travail. Pour vous donner d'ailleurs plus de détails, elle fait la différence. Non, est-ce que j'ai mis cette feuille? Où elle distingue l'homo faber de l'animal laborans. L'homo faber, c'est celui qui fabrique, donc autrement dit, c'est celui qui est capable d'œuvrer, de créer, de faire quelque chose. Donc c'est l'homme grec, même l'homme latin, et l'homme de l'Antiquité, et l'homme moderne, c'est l'animal laborans, c'est-à-dire c'est devenu un animal qui n'est là que pour souffrir sa vie et souffrir son travail, et dominer par son travail. Et je sais que la plupart d'entre vous pensaient ça, parce qu'elle a fait son œuvre, justement pour le coup, là, Hannah Arendt, et en même temps, c'est quelque chose qui est très répandu, de dire que la modernité, c'est l'industrialisation, c'est l'aliénation, c'est la transformation de l'homme en animal, etc. Je vais vous dire pourquoi je pense le contraire. Voilà, je vous cite Hannah Arendt, pour voir cette différence entre l'homo faber et l'animal laborans. L'œuvre de nos mains, par opposition au travail de nos corps, l'homo faber, qui fait ouvrage par opposition à l'animal laborans, qui peine et assimile, donc, fabrique, donc l'œuvre de nos mains par opposition au travail de nos corps, hein, entre parenthèses l'homo faber, hein, fabrique l'infinie variété des objets dont la somme constitue l'artifice humain. C'est les deux manières que l'on a de fabriquer tout ce qui environne l'humain, donc la technoscience, les artifices humains. Et préalablement, elle dit le mépris du travail dans la théorie ancienne, donc autrement dit chez les Grecs, veut dire en gros, le mépris du travail dans la théorie ancienne et sa glorification dans la théorie moderne s'orientent sur l'attitude ou l'activité subjective du travailleur, tantôt se méfiant de son dur effort, tantôt exaltant sa productivité. C'est-à-dire, tantôt il en a marre et tantôt il est extrêmement fier de travailler parce que c'est devenu quelque chose qui est attaché presque à son essence, c'est essentialisé même chez lui. Mais en toute hypothèse, pour elle, il y a une distinction entre la théorie ancienne et la théorie moderne dans le rapport au travail et à l'œuvre. Elle distingue effectivement ce qu'elle appelle, et à juste titre, elle distingue l'œuvre du travail. Elle fait d'ailleurs la remarque suivante, elle dit, dans toutes les langues, il y a d'ailleurs deux mots pour parler de l'activité qui serait en gros l'activité professionnelle. On emploie soit travail, le travail c'est le tripalium, donc c'est l'instrument de torture, c'est l'animal laborans, soit on emploie le mot œuvrer, œuvre, et là, effectivement, c'est l'homo faber, c'est celui qui est capable de fabriquer, donc d'œuvrer, qui n'est pas obligé de faire ce qu'il fait, dès lors, il le fabrique, il le fait parce qu'il veut le faire, il sculpte, il pense, il existe, quoi, en gros. Et elle fait remarquer d'ailleurs qu'en anglais, il y a deux mots, et que le mot que nous employons, c'est travail, je ne sais pas si c'est caractéristique de notre société, c'est-à-dire celui qui réfère à la torture, et par contre, on emploie le mot œuvre. Et on ne veut pas dire qu'on travaille quand on emploie le mot œuvre. Œuvrer, ça veut dire autre chose, ça c'est les écrivains, les peintres, et ce que vous voulez. Alors qu'en anglais, ce n'est pas le cas. En anglais, c'est le mot work, qui veut dire œuvrer, mais qu'en fait on emploie pour travail. Alors que, justement, le parti qui est celui qui se veut à gauche parce qu'il se réfère aux travailleurs, il ne dit pas work, il dit c'est le parti travailliste et c'est le Labour Party, qui est là équivalent justement au fait d'être soumis au travail. Bon, juste petite remarque au passage, pour vous dire que Hannah Arendt, il faut quand même le lire, c'est pas parce que je dis que je ne suis pas d'accord, enfin je pense pas que vous irez suivre ce que je dis de toute façon, mais je pense que c'est un livre excellent, même s'il est fondé sur une erreur gravissime. Ouais. Alors, quelle est cette erreur maintenant? Parce que c'est pas le tout de faire son malin. Alors, en 1789, ceux qui se voulaient les modernes, ceux qui ont fait la Révolution française, mais même avant, déjà, ils ont choisi des mots, et c'est pas des gens qui sont complètement idiots, il ne faut pas croire, ça, même s'ils ont l'air un peu excités, quand on retrace l'histoire, ils emploient le mot citoyen. C'est étonnant d'employer le mot citoyen. C'est quand même étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire un citoyen? Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? Parce que maintenant, quand on parle d'un citoyen, on imagine effectivement citoyen pendant la Révolution française, ou alors on pense à la citoyenneté grecque. Ah oui, on pense à la citoyenneté grecque. Très bien, pensons à la citoyenneté grecque. Qu'est-ce que c'était qu'un citoyen dans l'Antiquité grecque? Un citoyen dans l'Antiquité grecque, c'était un homme libre. Ah oui, ça, clairement, c'était un homme libre. Qu'est-ce qu'il avait d'autre comme caractéristique? Ah, le citoyen dans l'Antiquité grecque, c'était un individu qui était
suffisamment riche, c'est-à-dire qui était un capitaliste, c'est-à-dire qui avait des propriétés suffisamment importantes, c'est-à-dire qui faisait partie d'une famille qu'on appellera à Rome de patriciens, c'est-à-dire en réalité qui était noble. Un citoyen, c'était un noble. C'est quand même étonnant de penser qu'en 1789, on a choisi comme mot le mot citoyen en référence à l'Antiquité grecque, alors que dans l'Antiquité grecque, le citoyen, c'est celui qui n'est pas un métèque, c'est celui qui justement n'est pas obligé de travailler. En gros, c'est même celui surtout qui n'a pas besoin d'être laborieux pour vivre. Donc, dès lors, il peut être citoyen, c'est-à-dire il peut décider des destinées de la cité, puisque pour lui, c'est en surplus, en quelque sorte, de pensée. Et pour les Grecs, seul quelqu'un qui n'est pas obligé de travailler, c'est-à-dire qui n'est pas dominé par la nécessité vitale, c'est-à-dire en termes platoniciens qui n'est pas déterminé par l'ordre du ventre et du bas-ventre, hein, c'est les trois instances, si seulement par la dernière instance, éventuellement le cœur, on va dire, oui, parce que c'est le guerrier, donc il y a une sorte d'indétermination entre le ventre, le bas-ventre, le ventre pouvant être le cœur, un thé qui n'est pas déterminé par cette nécessité vitale, sa nécessité vitale, dès lors, il peut être citoyen. D'ailleurs, il est libre et on lui reconnaît le droit de parler des destinées de la cité, etc. Comment se fait-il que les révolutionnaires de 1789, ils aient choisi ce terme pour dire ce sont des gens qui sont nobles? Alors que, à l'évidence, la révolution de 1789, ce n'est pas une révolution qui est fondée sur le fait de dire la noblesse c'est génial. Et c'est super, on va perdre. Non, c'est pas ça. Alors que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à côté de citoyen, ils ont ajouté, de citoyenneté, ajouté un petit adjectif qui a l'air de rien, mais qui rend complètement impossible, enfin qui invalide l'hypothèse de citoyen égale noble. C'est citoyenneté universelle. Dès que vous mettez universel dedans, d'un seul coup, ça veut dire quoi, citoyenneté universelle? En gros, ça veut dire que vous passez de ce qu'on appelait jadis des droits personnels, dans l'Antiquité grecque, justement, des droits personnels, ça veut dire des droits en fonction, le persona, c'est le masque social, c'est-à-dire la position que vous occupez dans la société, ce que vous êtes dans la société, à des droits subjectifs, quand on parle de droits subjectifs, c'est-à-dire la déclaration de 1789, c'est des droits subjectifs, c'est plus des droits personnels, c'est ça la grande révolution, c'est-à-dire des droits que vous avez en tant que vous êtes un sujet, en tant que vous êtes humain. Et donc, votre citoyenneté, la citoyenneté, c'est une citoyenneté qui, transitoirement, est la citoyenneté qui s'inscrit dans un État qui la reconnaît, qui est l'État français, transitoirement, puisque finalement, toute citoyenneté, puisqu'elle est là pour répondre juridiquement à l'idée qu'il a des droits subjectifs, donc universels, ça veut dire que, en toute hypothèse, tout le monde a le droit d'être citoyen et d'être considéré comme citoyen en soi, en raison même de ses droits subjectifs, et ça a pour conséquence une chose intéressante, c'est que si on reste sur cette idée, qu'est-ce que c'est qu'un citoyen au sens grec? Mais tout le monde peut être citoyen, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir vivre sans avoir à travailler. Puisque, sinon, on n'aurait pas choisi ce terme de citoyen, qui est la définition exacte du citoyen au sens grec du terme. Donc, on pourrait se dire, mais alors, comment se fait-il que ça se soit traduit par l'industrialisation? Eh bien, justement, si on avait continué à fonctionner avec l'artisanat, eh bien, on n'aurait pas amélioré la productivité. Et donc, on aurait, puisqu'on a quand même besoin de manger, on a quand même besoin d'assumer l'ensemble de ces... Alors on va dire, oui, mais ça, ce que vous racontez, je parle, ce qu'on pourrait me dire à moi, ce que vous pourriez me dire si on laissait le débat. Vous pourriez me dire, oui, il exagère, en fait, ils n'ont pas pensé à ça, on voit bien qu'ensuite il y a eu l'industrie. Oui, mais l'industrie, c'est ça. L'industrie, c'est quoi, ensuite? C'est l'élargissement des unités de production, c'est la mise en place d'un système, je l'avais expliqué la dernière fois, avec une modification du droit, où on invente le système des sociétés anonymes qui permettent des investissements sans qu'on soit responsable sur l'ensemble de son patrimoine. Du coup, il y a une multiplication des investissements, du coup, des unités de production qui sont plus larges, du coup, la nécessité de réorganiser le travail de façon scientifique, le taylorisme, et puis ensuite le travail à la chaîne pour essayer d'optimiser au maximum, donc de faire des gains de productivité, de machiniser au maximum, d'automatiser. Et évidemment, quand on fait ça, on va dire, ah, ce qu'on voulait, c'était automatiser l'homme. C'était pas automatiser l'homme. C'était dégager au maximum des gains de productivité pour produire plus, avoir moins de travail humain.
C'est simple, c'était qu'on a produit de plus en plus, avec de moins en moins de travail humain. Maintenant, les humains étant les humains du point de vue individuel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu immédiatement des effets pervers, qui sont soulignés très bien par Marx, c'est-à-dire une concentration extrême du capital entre les mains de quelques-uns. Et qui sont des choses qui se sont traduites aussi, presque immédiatement, par des déséquilibres économiques et sociaux préjudiciables au mécanisme lui-même d'évolution des gains de productivité. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on court un risque encore plus grand en termes d'effondrement de la productivité, justement, en raison de cette nouvelle technoscience, parce que en plus la technoscience prend des parts de marché, on pourrait dire, du travail, de l'effort physique, ensuite de l'effort mental et de l'effort même mental décisionnel, moins le capital, parce qu'une technique qui avait été trouvée pour redistribuer le capital, finalement, c'est le salaire. Et donc, comment dire, la lutte des classes et la lutte sociale concrète, elle s'est traduite par la limitation, une recherche de limitation maximale du temps de travail d'un côté, et d'un autre côté, une augmentation du salaire. Ça voulait dire quoi, augmentation du salaire? Ça voulait dire obliger ceux qui ont le capital à redistribuer une partie de ce capital sous forme de rémunération de l'effort dont ils ont besoin dans leurs usines. C'était ça l'idée. Le problème, c'est ce qu'avait déjà remarqué Marx, c'est que plus on a une industrie qui fonctionne avec une automatisation, plus on a des capitalistes qui sont moins nombreux parce que tout est automatisé et qui ont de moins en moins besoin du travail humain, donc ils ne vont pas distribuer les gains de productivité en salaire. Et s'ils ne les distribuent pas en salaire, ça pose un problème parce que qui va acheter ce qui est produit dans ces usines si on ne redistribue pas en salaire? Donc ça pose un problème, ça fait partie de ce que Marx appelle les contradictions internes du capitalisme. Et il reproche d'ailleurs grandement à ce qu'il appelle la social-démocratie, à la gauche en général, qu'il trouve absolument horrible, Marx, qu'il déteste plus que tout, parce qu'il dit, le problème c'est qu'eux, ils entretiennent les contradictions internes du capitalisme, les sociodémocrates. Ils sont horribles, parce qu'ils rendent supportable ce qui de toute façon est destiné à se casser. Donc finalement, ils allongent le temps de douleur avant la révolution. C'est ça. En fait, moi je n'ai pas la même position, je trouve que l'analyse est intéressante, mais je n'ai pas exactement la même analyse. Je dirais que la social-démocratie, oui, effectivement, elle a entretenu on pourrait dire, une certaine douleur, mais en même temps, elle a permis le développement de la productivité en optimisant jusqu'à cette limite, qui est la limite actuelle, avec cette nouvelle technoscience, où là, on arrive à une barrière, c'est-à-dire qu'on ne peut plus redistribuer le capital, ou ne serait-ce qu'une partie du capital, à travers les revenus du travail, pour la bonne raison qu'il y a, on pourrait dire, un décrochage, une sorte de décrochage entre le travail et la production, à cause de cette technoscience. Il y a encore, effectivement, un lien, mais il y a, on peut dire, globalement, un décrochage. Et donc ce décrochage, il n'est plus gérable par le système de la social-démocratie, si vous voulez. Donc pour moi, il n'est plus gérable par la réduction du temps de travail, les luttes pour la réduction du temps de travail, il n'est plus gérable par les luttes pour accroître le salaire. Parce qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, l'emploi, il n'y est plus. Et il est destiné à y être encore moins. Donc on pourrait se poser la question, là, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est à ça qu'on va essayer de répondre. Et puis ensuite, le deuxième point, l'autre point, le deuxième point, on nous dit, oui, mais c'est l'aspiration sociale au travail aujourd'hui. Ne me dites pas que c'est pas vrai. Parce que si vous dites que c'est pas vrai, c'est parce que j'ai réussi à vous convaincre en peu de temps. Parce que sinon, il suffit d'allumer sa télévision, d'allumer sa radio, de lire le moindre article, et on n'arrête pas de nous dire qu'il y a des bassins d'emploi, comme si c'était de la houille, voire de l'or ou de l'argent qu'on allait chercher, comme un bassin d'emploi, qu'on allait sauver l'emploi, comme si on allait sauver le soldat Ryan, qu'on fait mourir l'emploi, on va ressusciter l'emploi presque un jour, enfin des opérations mystiques incroyables vis-à-vis de l'emploi, c'est-à-dire que l'emploi est considéré de façon complètement fétichiste comme étant la richesse elle-même, qui est produite par le travail humain. Alors que la richesse, c'est la richesse qui est produite par le travail humain, c'est pas l'emploi la richesse en tant que telle. Mais aujourd'hui on dit, on voit dans le vocabulaire, bassin d'emploi, sauver l'emploi, etc., c'est devenu la richesse en soi. C'est absurde, même du point de vue, de la définition. C'est vraiment absurde. Et pourtant, là, c'est l'unanimité à droite comme à gauche. Et je vous disais, je crois déjà dans un séminaire, quand c'est l'unanimité, c'est là où c'est le moins rassurant, en général.
Et là, c'est l'unanimité à droite comme à gauche, tout le monde est là pour... Alors là, le terme le plus magnifique de tous, c'est « on va créer des emplois ». Magnifique. Donc on imagine le type, il va créer des emplois, il s'en fout de la richesse, ce qui va être produit avec, si on en a besoin, pas besoin, ça. Non, non, ce qu'il faut, c'est créer des emplois. Ben d'accord, mais l'emploi, ça sert à quoi? C'est l'effort humain pour produire quelque chose dont les gens ont l'utilité. Et d'un autre côté, c'est aussi un choix de société d'être plus ou moins productif par rapport à l'écosystème, de faire des choses qui sont utiles, pas utiles, dont on jouit pas. On s'en fout, on va créer des emplois. Ce qu'il faut, c'est créer des emplois, c'est pas grave, le reste. C'est quand même d'une absurdité, là, qui va très loin. C'est-à-dire, quand vous regardez la chose, c'est tellement évident, c'est tellement absurdement évident, je veux dire évidemment absurde, que personne ne le fait remarquer. Dans le moindre débat, et là maintenant j'ai la question la plus importante à vous poser. Quel est votre programme pour créer des emplois? Alors, il a intérêt à avoir une idée, le type. S'il dit, moi, je ne compte pas créer des emplois, je trouve que moins il y en a, mieux c'est moi ce que j'aurais tendance à dire. Je pense que je n'ai pas beaucoup de chance. Voilà. Voilà. Parce que, alors aujourd'hui, il vaut mieux dire, si pour les élections régionales, on va créer des emplois et fermer des mosquées. Et là, c'est sûr, vous êtes élus. Mais comment ça? Si on ferme les mosquées, on va fermer des secteurs d'activité, donc c'est pas si compatible que ça. C'est quand même des gens qui travaillent et qui les entretiennent, ces mosquées, malgré tout. Bon, bon vous n'appréciez pas mon humour, je crois. Tant pis. Bon, sur les aspirations sociales. Sur les aspirations sociales, là, je trouve ça aussi complètement ridicule. Enfin, vous pensez qu'aujourd'hui, la majorité des gens, ce dont ils rêvent, ce que nous ferait croire les hommes politiques, c'est d'avoir un emploi. Ils veulent avoir, non, ils ne veulent pas avoir un emploi. Les gens ne veulent pas avoir un emploi. Les gens veulent faire quelque chose qui les épanouisse, qui leur donne du plaisir, qui leur donne le sentiment qu'ils sont créatifs. Quand ils se regardent dans une glace, ils ont l'impression que leur vie est accomplie. C'est ce que révèlent les fameuses enquêtes mondiales sur les valeurs, le World Value Survey, du célébrissime Ronald Inglehart, en tout cas qu'il sera après ce cours. Ronald Inglehart, qui a mis en place le plus gros protocole d'enquête jamais mis en place par des sociologues. Ce que montre Inglehart, qui est en train de devenir célèbre grâce à moi, non, qui était déjà célèbre, je rigole, ça va, j'ai de l'humour. Donc, c'est qu'on a trois types de valeurs. Les valeurs qu'il appelle traditionnelles, les valeurs qu'il appelle industrielles ou matérialistes, de monde industriel, valeurs matérialistes, et les valeurs qu'il appelle les valeurs post-matérialistes ou de bien-être ou de créativité. Et ce qu'il remarque, c'est que depuis les années 70, dans les sociétés dites industrielles avancées, en Europe, en Australie, en Amérique du Nord et dans d'autres coins privilégiés, il y a un écrasement des deux autres types de valeurs au profit des valeurs de bien-être, de créativité, etc. Et ça se retrouve, c'est une enquête gigantesque, ça se retrouve dans les choix sexuels, les choix en termes de travail, l'allongement de la durée des études, même les gens qui font du droit, qui ont l'air d'être utilitaristes, en fait ils veulent faire du droit humanitaire, plutôt que de faire du droit des affaires. Enfin, il y a une évolution dans la représentation de ce qui est un métier dans lequel on réussit, etc., qui est généralisée dans toutes ces sociétés. Et ça veut dire quoi? Et ça veut dire que l'évolution objective de la production par la technoscience correspond en même temps, dégage en même temps on pourrait dire, des parts d'aspiration pour le bien-être, la créativité, etc. Donc ça veut dire qu'en même temps, l'aspiration sociale suit. Alors qu'est-ce que c'est qui ne suit pas? On peut se demander, qu'est-ce qui ne suit pas? Puisque les gens ne demandent qu'une chose, travailler de moins en moins et œuvrer, de plus en plus. Le système économique s'oriente vers ça, puisqu'on voit bien qu'on a une productivité tellement effarante par rapport grâce à cette nouvelle technoscience, et que c'est en train de s'accélérer à un point qu'on ne va plus rien pouvoir arrêter. On l'a montré la dernière fois, en montrant dans le détail les types d'entreprises, qui utilisaient des robots, comment ils l'utilisaient. On a vu tout ça avec pas mal de détails. Et donc, qu'est-ce que c'est qui coince? Eh bien, ce qui coince, c'est que nous continuons à fonctionner comme si nous étions à l'époque de l'industrialisation. Et nous continuons à fonctionner, à l'époque de l'industrialisation, comme si, en raison de ça, comme si le travail était une richesse en soi, parce que c'est l'essence de la modernité. Alors que l'essence de la modernité, à la base, je viens d'essayer de vous montrer, c'est justement de dépasser le travail en utilisant l'industrie. Mais donc, l'essence de la modernité, ce n'est pas l'industrie, c'est le moyen qu'elle se donne pour sortir de l'industrie, pour sortir du fait d'être industrieux. Mais elle se donne comme moyen. Or, Hannah Arendt, qu'est-ce qu'elle fait? Là, je conclurai par là sur cette excellente philosophe, par ailleurs néanmoins, c'est qu'elle confond les moyens avec la fin. La fin de la modernité,
c'est pas le travail. On l'a dans l'acte de naissance. Le fait de parler de citoyenneté universelle, c'est très clair. De faire que les gens, pour qu'ils puissent juger de la cité, de ce qui est au-delà de l'oikia, de ce qui est au-delà de purement le vent de l'économie, hein, eh bien, pour qu'ils puissent juger, il faut qu'ils ne soient pas assujettis à un travail. Par contre, qu'ils œuvrent. C'est exactement ça le but de la modernité. Et elle dit exactement le contraire. Parce qu'effectivement, pour pouvoir arriver à ce stade, il y a une période transitoire qui est très longue, effectivement, qui est peut-être durée plus que ce qu'on s'imaginait, qui est une période d'industrialisation. Sauf qu'aujourd'hui, on y arrive, mais on est tellement habitué à avoir pris les moyens pour la fin, c'est-à-dire que l'industrie, c'est le but, qu'on est peiné, on est souffrant de perdre ce travail qu'on se représente comme une richesse en soi, bassin d'emploi, créer de l'emploi, etc. Et donc on se représente comme une perte en soi et on fait tout pour le maintenir, pour maintenir l'emploi, pour le ranimer, pour faire je ne sais quoi avec lui. Et toutes nos politiques sociales, économiques, sont fondées là-dessus et elles sont d'emblée, de toute façon, destinées à être un échec. Que ce soit François Hollande, Nicolas Sarkozy, même Marine Le Pen ou je ne sais qui. Je prends ceux qui ont le plus de chances, par ordre croissant, d'être président de la République la prochaine fois. J'ai fini par Marine Le Pen, c'est par ordre croissant. Dans toute hypothèse, à moins de casser entièrement l'outil de production, ce que Marine Le Pen pourrait faire peut-être, je ne sais pas, c'est possible. À moins de casser entièrement l'outil de production pour pouvoir protéger la souveraineté nationale, je ne sais pas ce que ça ferait, mais peut-être, je ne sais pas, en revenant au métier à tisser, à un certain nombre de choses qui sont plus traditionnelles et plus conformes à l'idée des valeurs françaises immémoriales. En dehors du fait de faire ça, ce qui serait possible, hein, on peut tout imaginer, et qui donnerait une forte place à la France, hein, ça c'est clair que d'un seul coup, on reviendrait au franc. Et là, pour le coup, personne ne perdrait même la parité avec les autres monnaies, parce qu'on ne pourrait plus faire d'échanges, puisqu'on ne fabriquerait plus rien. Donc, sauf des choses très très belles. Mais, donc, on voit bien que, en tout cas, on observe une évolution des valeurs et des aspirations qui vont dans ce sens-là, et qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler une hyper-modernité, une modernité qui est enfin arrivée à maturité, de ce point de vue-là, puisque la modernité, vous l'avez compris, pour moi, une des définitions au sens économique de la modernité, c'est justement ce moment, c'est cette possibilité, lorsque cette possibilité est offerte. C'est pour ça, au passage, que je ne supporte pas cette expression de post-modernité. Ça ne veut rien dire, puisqu'on n'est même pas arrivé au stade de la modernité, je ne vois pas comment on pourrait parler de post-modernité. En revanche, je pense qu'on pourrait parler de... C'est pour ça que quand on parlait de révolution industrielle, j'ai rien dit sur le moment 1, 2, 3, je pense qu'on est plutôt là, au seuil, d'une révolution post-industrielle. Parce que qui dépasse la nécessité pas de l'industrie, pas de fait qu'il y ait des rapports de production, mais de l'industriosité humaine. C'est-à-dire du lien direct, et qui jusque-là était insécable, entre l'effort laborieux et le revenu. Qui était en partie insécable, qui était insécable pour ceux qui n'ont pas de capital. Parce que pour ceux qui ont le capital, le principe c'est de louer aux autres, d'acheter leur force de travail avec ce capital. On remarque d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus parce que je voudrais ensuite parler du système, c'est l'idée centrale, mais on remarque d'ailleurs que même dans le rapport entre travail, loisir, on a une évolution très claire ces derniers temps. J'ai fait un gros travail, je voulais publier un livre sur le sujet, mais finalement j'ai écrit, mais je n'ai pas donné à la maison d'édition parce qu'il fallait que je rajoute des choses et que je corrige, qui s'appelait La fin des vacances. J'appelais ça la fin des vacances parce que le mot de... Je disais, aujourd'hui, on ne part plus en vacances. C'est de moins en moins. Est-ce que ça veut dire qu'on travaille plus? Non, non. Ça veut dire que les vacances ne sont plus des vacances parce qu'elles sont de plus en plus pleines. Or, le mot vacances, ça veut dire vide, comme vous le savez. Vacuité, vacancy, ça veut dire vide. Or, les vacances, ce n'est pas comme les grandes vacances qui étaient en opposition avec le moment où je travaille et puis le moment où je recharge mes batteries pour pouvoir mieux travailler. C'est ça, les vacances. Et donc on a inventé les grandes vacances où là vraiment on se repose et c'est une plage qui est en quelque sorte une plage horaire si vous voulez. Une plage, vous faites bronzer sur cette plage horaire pendant que vous avez récupéré et vous revenez pour le travail, vous rechargez les batteries. Aujourd'hui les vacances sont pleines, donc ce ne sont plus des vacances, c'est-à-dire qu'il y a ce que j'appelle moi une stagiarisation généralisée. Les gens font des stages, ils partent en vacances, ils vont faire du tourisme et du tourisme écologique, du tourisme culturel, du tourisme ethno, je ne sais pas quoi, du tourisme humanitaire, c'est-à-dire en gros, ils deviennent des aventuriers de leurs vacances. Donc ils remplissent leurs vacances d'objectifs, de choses, de stages, de level, de niveau, de stage, ils vont avoir un certain niveau.
Ils ont un niveau en tourisme écologique, ils vont apprendre des choses, ils vont acquérir une compétence, ils vont faire des expériences, enfin vraiment, ils vont construire leur vie. Ce qui fait que l'identité, qui était jadis construite dans le cursus professionnel, dans l'évolution de notre vie professionnelle, eh bien aujourd'hui, progressivement, l'identité, pour ceux qui sont frustrés dans leur vie professionnelle, eh bien ils vont reporter la construction de leur identité sur ce qu'ils auraient vraiment voulu faire. Bon, ils auraient voulu travailler dans l'humanitaire, ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont dans un bureau à Bercy, et déjà c'est bien, parce qu'ils ont vu sur la scène, donc c'est pas mal. Et du coup, ils compensent en faisant du tourisme humanitaire, et ça devient leur vraie profession, bérouf, vocation. Finalement, leur profession, c'est pas leur travail. Dans leur travail, ils s'emmerdent. Et d'ailleurs, ils sont stressés. C'est le fameux stress du cadre dynamique. Le fameux stress du cadre dynamique qui finit par devenir de la neurasthénie. C'est le fait de faire ce que je voulais pas faire en me disant que j'aurais quand même pu le faire. En gros, j'aurais bien aimé œuvrer et je me retrouve à être obligé de faire ce que je fais, même en gagnant quand même de l'argent. Et en même temps, je gagne quand même plus d'argent en faisant ça, donc je continue à le faire. Mais vite, je vais partir dans ce que je veux vraiment faire. C'est-à-dire, je vais aller dans tel pays, faire telle expérience, acquérir telle compétence, etc., etc. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, si on a une inégalité sociale, c'est une inégalité sociale qui s'articule de moins en moins facilement, aisément et simplement entre patrons et ouvriers, alors que c'était le cas, mais c'est toujours un peu le cas, mais alors que ça a été le cas pendant longtemps, et là c'est plus une inégalité sociale entre ce que certains sociologues américains qui s'appellent, je ne sais plus comment, tu n'es pas célèbre grâce à moi, si, Florida, il est déjà très célèbre, c'est à dire, les créatifs culturels. C'est-à-dire que les créatifs culturels, c'est d'un côté des gens, vous savez, c'est les bobos internationaux. C'est-à-dire que ce sont des gens, ils habitent à New York, Londres, Paris, jamais dans la banlieue en général, ou alors sauf si c'est la banlieue qui est bien. Et Mexico, ou même Mexico, oui, Sydney, c'est possible, même s'ils ont l'impression d'être un peu loin, Tokyo, je ne sais où, et qui adorent la nature pure, et qui n'aiment pas la ville au fond. Hein. C'est des gens qui n'aiment pas la ville, ils vivent, c'est des ultra-urbains qui en même temps n'aiment pas la ville parce que ce qu'ils aiment justement c'est les civilisations anciennes, c'est se retrouver dans le désert ou au milieu de l'Amazonie, dans des trucs vraiment dont ils pourront parler ensuite dans des soirées dans le 6e arrondissement, 5e comme ici, ou ailleurs, etc. Et donc ces gens, ces créatifs culturels, ils font quelque chose de leur vie, c'est-à-dire qu'ils œuvrent. Ils sont architectes, mais pas n'importe quel architecte, hein, ils inventent des choses incroyables, ils sont ultra tolérants. Enfin voilà, c'est des gens comme ça, vous les voyez, vous en connaissez tous autour de vous, je pense. Peut-être ici dans la salle d'ailleurs. Et puis à côté de ça, vous avez des gens qui sont, vous avez d'autres personnes et qui subissent en quelque sorte le système, quel que soit leur niveau, dans la manière de subir le système. Et qui s'habitent, eux, ben oui, ils sont à Paris peut-être, mais pas vraiment au même endroit, ni au même étage, ils ont pas, voilà, ils ont une profession, ils peuvent être plus riches, parfois ils peuvent être plus riches parce qu'on rémunère le fait que c'est tellement chiant ce qu'ils font, hein, qu'on le rémunère beaucoup parce qu'ils ont quand même une compétence, c'est le fameux cadre supérieur stressé. Donc on rémunère, alors il se dit si je pouvais faire autre chose de ma vie, si je pouvais être poète, si je pouvais, alors il essaye de dégager du temps. De toute façon on a moins besoin de lui en termes de temps et on le paye par même pas mal. Donc il peut arriver à être poète ou faire deux, trois petites choses, hein, voilà. Bon, jadis c'était seulement les femmes de bourgeois qui faisaient de la poterie, maintenant c'est lui-même qui va faire de la poterie. Et donc on a un système où on voit bien qu'on a vous voyez, que ça déborde de tous les côtés, qu'on a une aspiration à autre chose, que les nouveaux rapports de force, les nouvelles inégalités, elles ne fonctionnent plus de la même manière, elles sont compréhensibles à l'échelle globale, les nouvelles élites, elles ne fonctionnent plus non plus de la même manière, bon. Mais pourtant, on continue à gérer de la même façon, et c'est là où intervient notre utopie. Alors je pourrais dire que la base de la base, c'est changer le regard, ou élargir le regard que nous avons sur la question du chômage. Et ça, c'est pas facile, parce que d'emblée, lorsqu'on pense chômage, on pense à quelque chose de négatif. Il pense le chômage, c'est une horreur, c'est une tragédie, c'est à la fois une tragédie et un drame, enfin bon, c'est quelque chose qui semble horrible. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation alors que c'est une aspiration sociale, c'était une aspiration philosophique dès l'origine de la modernité, et pourtant, et en même temps, on en a les moyens, mais ça ne marche pas, et ça a l'air d'être pire. Ben pourquoi? Parce que comme je vous l'avais montré le mois dernier, toute révolution économique profonde doit obligatoirement être accompagnée par une révolution, on pourrait dire, politique et juridique, ou juridique au sens général du terme. Une révolution des normes. Or, ce n'est pas le cas, ce n'est pas fait du tout. Une révolution
Parce que la révolution juridique, c'est une révolution qui doit être profonde dans les mentalités. Ce n'est pas le cas, non seulement en raison des, on pourrait dire, des préjugés des employeurs, mais aussi en raison des préjugés des employés. Ce n'est pas le cas parce que chacun, lorsqu'on lui dit ce qui est proposé, ce qui pourrait être fait, a le sentiment qu'il va y perdre, qu'il va perdre son petit précaré, que ce soit le patron ou que ce soit l'employé. Ce n'est pas le cas parce qu'on a aussi une définition, même en général, de ce qu'est le progrès, et en particulier de ce qu'est le progrès social, qui est inadaptée à la situation actuelle. Parce que, par exemple, lorsque je vais commencer à vous dire ce que j'avais déjà juste évoqué comme ça, pour vous laisser marronner, comme on dit dans le Midi, pendant ce mois, ce que je proposais, par exemple, ce qui pour moi paraît évident, mais j'expliquerai progressivement pourquoi, c'est bien d'abolir le droit du travail. Bah, j'y vais franco, on avait dit que c'était l'utopie, hein, donc on peut se le permettre. Vous n'allez pas me lâcher parce que je dis qu'il faudra abolir le droit du travail. Je pense aussi qu'il faut abolir l'impôt sur le revenu. Et c'est un ultralibéral, ce garçon. Pas du tout ultralibéral, vous allez voir par la suite. Parce que je pense qu'il faut le remplacer par des choses qui sont pas mal aussi. Il faut abolir, oui, l'impôt sur le revenu. Et je pense que sont d'ailleurs les deux mesures principales en termes d'abolition. Mais que par contre, elles ne peuvent être efficaces que si on met en place un revenu universel, mais un revenu universel de haut niveau, pas un revenu universel qui serait une gestion de la précarité, le seuil de la pauvreté, voire de la sous-pauvreté. Pas du tout ça, un vrai revenu universel. Qui serait, comment on serait calculé? Ben, c'est facile. On pourrait l'indexer sur le produit intérieur brut, en voyant ce qui est possible de supporter. Comment est-ce qu'il serait financé concrètement? Eh bien, il serait financé concrètement par quoi? Par un impôt. Vous dites, ah, mais vous allez supprimer l'impôt sur le revenu. Non, non, oui, l'impôt sur le revenu. Parce que l'impôt sur le revenu, c'est celui, justement, qui est fondé sur le lien, qui sera un lien séminal, entre le travail et la rémunération. Donc celui-là, il faut complètement le faire disparaître. Mais, par contre, mettre un vrai impôt progressif sur le capital global des individus. C'est-à-dire un impôt sur le patrimoine global. Parce que de toute façon, même la vraie inégalité, elle n'est pas sur le revenu. La vraie inégalité, elle est sur le patrimoine. Il y a des gens qui peuvent avoir un très haut revenu, mais s'ils n'ont pas de patrimoine, ça ne change rien en termes d'inégalité. Ah oui, il y a une inégalité dans le mode de vie, manière de vie, mais la vraie inégalité, elle est sur le patrimoine. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça va changer, le fait, par rapport à la technoscience, le seul fait de faire ça? Qu'est-ce que ça va changer? Moi, je suis libéral, voire ultra-libéral. Mais libéral, ça veut dire quoi? Libéral, ça veut dire compétition. Mais compétition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pas pour des raisons sociales de justice universelle et de bonté sans pareil, pour savoir qui est le meilleur, il faut bien partir sur la même ligne. Donc, la plupart des gens qui se disent libéraux aujourd'hui sont en opposition complète avec le libéralisme. Parce que la plupart des gens qui se disent libéraux aujourd'hui sont pour la défense de l'héritage. Et en étant pour la défense de l'héritage, ils sont pour qu'on ne parte pas sur la même ligne de départ. Est-ce que vous verriez une seule compétition sur la planète sportive, de base, une compétition sportive de base, les Jeux Olympiques par exemple, on dirait « Ah mais non, lui, non, il part avec une Ferrari, lui, il va partir avec une 2 chevaux, ah lui, non, lui, il n'est pas beau, il part à pied. » Comment on va savoir? C'est même pas que c'est injuste en soi, c'est comment on va savoir qui est le meilleur? Comment peut-on savoir celui qui est meilleur? Le problème du capitalisme aujourd'hui, c'est pas libéral au sens la liberté, c'est le fait que ce n'est pas libéral, que le capitalisme actuel n'est pas libéral. Ceux qui parlent de néolibéralisme, c'est pas du libéralisme. Ils ont fait une OPA sur la définition de ce qu'est le libéralisme. Le libéralisme suppose automatiquement l'égalité. S'il n'y a pas une égalité à la base, non seulement une égalité en droit, une égalité des droits subjectifs, mais s'il n'y a pas une égalité à la base aussi économique et sociale, il ne peut pas y avoir de vraie compétition. C'est-à-dire que moi je pense que ceux qui aujourd'hui essayent de critiquer le libéralisme, hein, au lieu d'avoir des arguments qui sont des arguments spécieux, parfois fondés sur des formes de jalousie sociale qui se voient trop, hein, il ferait mieux de critiquer ce qui est horrible dans le libéralisme, c'est-à-dire de ne pas être libéral. C'est-à-dire que, et de pousser le libéralisme jusqu'au bout de ce qu'il propose, la compétitivité, ah ben la compétitivité c'est qu'on doit être à égalité sur la ligne.
Si on n'est pas à égalité sur la ligne, c'est pas une question de justice, hein. C'est juste qu'on ne saura pas qui est le meilleur. Et si on ne sait pas qui est le meilleur, on est moins efficace. Si on est moins efficace, on ne peut pas dire le contraire, c'est vous qui le voulez. Je vous avoue, vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est simple, j'ai eu l'intuition de ce truc-là en observant ma famille. J'ai fait de l'auto-anthropologie. J'ai une partie de ma famille, je peux même le dire, comme je les déteste, et que leur entreprise est un peu connue, je peux le dire ouvertement, je m'étais dit qu'un jour je le dirais. C'est ça? Oui, c'est la famille Faugier, la crème de marron. Oui, la crème de marron de l'Ardèche, qui est très bonne, la crème de marron de l'Ardèche, avec des gens, c'est pure nature et c'est sain. C'est des gens qui sont obsédés par le fric, je les connais, c'est mon oncle. Qui ne pensent qu'à détourner même de l'argent, ce qu'ils font. Je dis, ça a l'air d'être une, comment on pourrait dire, comment on dit ça, une diffamation, mais je le fais bien volontiers puisque ça ne me dérange pas. Je pense qu'ils n'oseront même pas parce qu'ils savent que je l'ai vu, ce qu'ils ont fait. Donc ils n'oseront pas attaquer quoi que ce soit. Donc je peux me permettre de le dire ouvertement. Et là, j'ai vu ce que c'était que le capitalisme en temps réel. J'ai vu ce que c'était que le capitalisme de l'héritage. J'ai vu ce que c'était que l'inefficacité. J'ai vu ce que c'était que l'exploitation réelle en ayant soi-même zéro compétence. J'ai vu ce que c'était que le mépris social sur ses propres ingénieurs. C'est-à-dire des gens qui ont fait des études, mais en disant « nous, on n'a pas besoin de faire d'études, de toute façon, c'est tous des cons », et puis après, de toute façon, avec cette espèce d'air ardéchois, sympa, bon enfant, qui a l'air d'être terre. Mais bon, par contre, pour détourner les dizaines de millions d'euros en achetant des châtaignes en Italie, comme c'est les seuls à être présents sur le marché avec 90% du marché, 80-90% du marché, la seule manière que le fisc a de repérer si l'argent est détourné, c'est dans ce cadre-là, et s'il n'y a pas des commissions indues, c'est de voir si c'est anormalement au-dessus du prix du marché. Ça ne peut pas marcher avec Clément Faugier, puisque c'est les seuls sur le marché, donc ils font ce qu'ils veulent, ils leur disent, si vous ne voulez pas nous le vendre, c'est pas grave, on va aller voir ailleurs, si vous ne voulez pas nous verser en même temps, petite commission. Mais vous pourriez vous dire que le fisc va réagir à ce que je vais dire là. Mais il ne réagira pas, puisque moi je l'ai dit au fisc, ça, directement. Donc il ne réagira pas, je peux me permettre de le dire, on l'avait même prouvé à l'époque, bon, mais c'est pour ça que parfois il y a des trucs un peu voilà, qui sont compliqués. Donc tout ça pour dire qu'en tout cas, quand j'ai observé ça dans ma famille, j'ai observé une entreprise qui tombe toute seule, quoi que fassent ceux qui sont à leur tête, c'est-à-dire ils peuvent dormir, à la limite ça marche mieux quand ils dorment, parce que chaque fois qu'ils font un truc c'est une connerie. Mais comme s'il y a une inertie historique de la crème de marron Clément Faugier, et que les gens achètent la crème de marron Clément Faugier, parce qu'elle est bonne, c'est la même recette depuis je sais combien de temps, et que, etc., etc. Donc, et qu'ils ont le sentiment que c'est le terroir et l'artisanat et que c'est merveilleux, alors que c'est rien de tout ça. Ouais. Du coup, je me suis dit, il faut autre chose. J'ai commencé à réaliser, avant la technoscience, je pensais à ça. Ces mecs, ils ne foutent rien. Ils ont zéro compétence, ils n'ont que de l'héritage, ils ne sont pas efficaces, du tout. Et ils distribuent le revenu de ce capital comme une sorte de... à des gens qui travaillent comme des malades, qui font à leur place tout ce qu'ils pourraient faire. Mais ils créent des emplois. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que pour vous dire, oui, voilà, ils créent de l'emploi, ils représentent de l'emploi. Ce qui explique que le fisc ne touche pas trop à eux, que c'est quand même important, parce que pour l'Ardèche, c'est un symbole. Voilà. Et c'est mon oncle Claude Boiron, ça s'appelle. C'est le même nom que celui de ma maman. Voilà. Non, si tu me vois, là, vous pouvez le laisser. C'est génial, une petite vengeance comme ça. Ça n'aura pas beaucoup d'impact. Mais bon. Je l'avais dit, j'avais fait une interview une fois dans le magazine Capital, il y a longtemps sur le sujet. Ça n'a rien fait. Bon, en tout cas, c'est là où j'ai eu cette intuition. Que vraiment, il y avait un problème dans cette histoire de compétitivité. Parce que quand je vois les ozos, s'il y avait une compétitivité, à mon avis, ils ne pourraient même pas être OS de dernière catégorie dans leur propre usine. À mon avis. Hein. Vraiment. Je pense qu'ils n'auraient même pas pu être engagés, c'est impossible. On leur aurait dit, bon, faire autre chose. Mais je suis sympa avec eux, puisque malgré tout, je leur octroierai le revenu universel. Aussi. Il ne faut pas dire que ce soit pourri quand même. Donc, en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le véritable libéralisme, si c'est la compétitivité, c'est forcément l'égalité sociale. Parce que s'il n'y a pas d'égalité, s'il y a de l'héritage, eh bien, ça crée une dissonance. Ça crée une distorsion dans les résultats. Il faut aller jusqu'au bout, les enfants. Si vous voulez de l'efficacité, ça doit être ça. Alors, le problème, c'est comment arriver à un système comme ça, c'est-à-dire qu'avec cette égalité sur la ligne de départ, relative, parce qu'on n'arrivera pas complètement, sans briser le désir qu'ont toutes les générations, le désir un peu égocentrique, familialiste, de transmettre
quelque chose même en termes matériels, et sans briser la motivation. Au contraire, en donnant plus de motivation. La vraie question, elle est là. Sachant que on va être obligé de penser de cette manière-là via la technoscience qui produit à notre place, de toute façon, ce qui matériellement... Ben, c'est simple. Un impôt progressif sur le capital, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, cet impôt progressif sur le capital? Il fait que quand on a des grandes unités de production qui vont représenter, je ne sais pas moi, on va prendre quelque chose de très, très lourd, hein, du genre 1, 2, 3 milliards immobilisés, et qu'un individu hérite de ça. Il hérite de ça. Si on a un impôt progressif, ça veut juste dire, on ne fait pas le petit marxiste de base, on ne l'exproprie pas, très bien. Mais on veut voir s'il est efficace. Donc on n'est pas dans l'obsession de la ligne de départ, ok, on ne va pas aller jusqu'au bout, mais quand même. Donc on lui dit, voilà, si tu n'arrives pas à retirer 200 millions d'euros pour payer tes impôts avec 300 millions d'euros de ces 2 milliards, eh bien ça veut dire que tu es trop nul. Donc, si tu n'y arrives pas, c'est facile, tu es obligé de revendre. Donc tu revends, tu le refais glisser dans l'économie, peut-être que tu arriveras avec la moitié de ça, c'est ta compétence. Donc on ne t'exproprie pas, tu le prends quand même, cet argent. Mais ça veut dire que si on a des impôts, un impôt de ce type, global, ça veut dire que ça va fluidifier l'économie. Avec des gens qui ne sont pas compétents, ils vont être obligés de vendre. Ça veut dire que les banques qui prêtent, elles prêteront moins aux héritiers, tant qu'elles ne sont pas, elles ne savent pas si vraiment il est bon ou pas, et qu'en même temps, celui qui a une compétence, c'est lui qui va être le plus cher sur le marché du travail, ce qui fait que le type qui est héritier, aujourd'hui, s'il veut ne rien foutre, comme mes oncles, c'est facile, il suffit qu'il paye relativement bien, mieux que ce qu'il pourrait avoir s'il était fonctionnaire par exemple, un type très très compétent qui va faire le boulot pour lui et qui va lui assurer quand même le fait qu'il ait globalement le revenu de son capital. Et donc en fait il va l'aliéner même s'il le paye beaucoup, le type qui va payer ça. Sauf que dans ce nouveau système, lui c'est son patrimoine, celui qui est héritier, qui va être, où il va devoir payer un impôt très très fort. S'il n'est pas capable de payer cet impôt, il sera obligé de dégager, et la banque elle ne va pas lui prêter, parce que c'est quelqu'un qui aura prouvé son efficacité. En revanche, quelqu'un qui a prouvé son efficacité, la banque elle aura tendance à lui prêter pour qu'il achète l'entreprise en question. Plus facilement qu'aujourd'hui où tout le système est bloqué. Le système financier, puisqu'il est structuré autour du capital, autour de ceux qui ont le capital. Et en même temps, cet impôt progressif, il servirait donc à fluidifier l'économie, à faire qu'on aurait de moins en moins, les héritiers auraient de moins en moins les moyens de payer des gens pour maintenir leur héritage en raison de leur efficacité et piloter à leur place, parce que les pilotes deviendraient de plus en plus ceux qui pourraient devenir propriétaires, donc plus d'ascension sociale, plus de rapidité, plus de dynamisme, et cet argent, il servira à quoi? Eh bien évidemment au revenu universel. Il servira à ça. Ça veut dire revenu universel de haut niveau. Ça suppose quoi, puisque l'économie devient de plus en plus fluide aussi? Ça suppose qu'on a une double flexibilité. On parle de flexibilité aujourd'hui. Mais quand on parle de flexibilité aujourd'hui, on entend presque tout le temps flexibilité, moi que j'appelle par le bas. Ça veut dire, si on prend la métaphore du navire, on prend la flexibilité de ceux qui rament. L'entreprise ne va pas, on vire les rameurs. C'est bizarre. Parce que l'entreprise ne va pas, c'est d'abord le capitaine du navire. D'ailleurs, dans la marine, c'est ce qu'on a compris, c'est lui qui coule avec son navire, et les autres peuvent partir. Normalement, ça devrait être comme ça dans une entreprise. Là, non. L'entreprise ne va pas, celui qui pilote l'entreprise va partir, s'il part, avec une gratification gigantesque, et par contre, on va virer les gens qui rament. Moi, je dis, ceux qui doivent, en premier, avoir cet effet-là, ce sont ceux qui pilotent. Parce qu'on reconnaît qu'ils ont un revenu plus important. Parce que oui, effectivement, ils sont plus importants parce qu'ils donnent la direction. Pas de raison de dire le contraire. Je ne rentre pas dans la rhétorique marxiste de ce point de vue. Ah, mais par contre, ça engendre, le fait d'être payé à ce point, une responsabilité supérieure. Enfin, vous êtes d'accord? Plus de responsabilité? Et s'il y a plus de responsabilité, comment le valider? L'impôt sur le capital progressif, plus je représente, en plus du point de vue de la citoyenneté, plus je représente une immobilisation, on va dire, de 200 millions, 1 milliard, 2 milliards, plus mon activité, mes décisions sont des décisions qui deviennent des décisions politiques. Je veux dire politique au sens noble du terme. Ça veut dire que j'engage la vie d'énormément de gens. On va dire à un certain niveau, j'engage la vie de 100 000 personnes, 200 000 personnes. Ça veut dire que ma décision était une décision politique, donc il doit être encore plus responsable. Ça veut dire que c'est pas seulement moi, c'est pas seulement mon patrimoine qui est en jeu. Alors qu'aujourd'hui, on entend, c'est pour ça que je vous disais, c'est un renversement du sens de la propriété. C'est-à-dire que aujourd'hui, un capitaliste, il prend une décision, il dit, mais moi, c'est à moi. Eh bien non, ce n'est pas à toi. C'est à toi.
tu as fait quelque chose, tu as accompli quelque chose, on le reconnaît, tu arrives à construire cette entreprise, donc tu vas recevoir un revenu qui est supérieur, tu vas avoir un capital qui est supérieur, mais en même temps, tu as aussi une responsabilité supérieure qui est à la limite une responsabilité politique, parce que si tu fais quelque chose, ben oui, immédiatement, ça engage la vie de centaines de milliers de gens. Et ce n'est pas toi, tu ne les possèdes pas, ces gens. Et donc, par conséquent, moi, le seul moyen que je vois, c'est un impôt global sur le patrimoine global, qui permet ça et qui permet une vraie compétitivité. Flexibilité par le haut. Ça ne veut pas dire que la flexibilité par le bas ne doit pas exister. Réellement, il faut aller jusqu'au bout du système. C'est pour ça que je disais abolition du droit du travail. Parce que le droit du travail, il est fondé sur quoi? Le droit du travail, je vous disais, il est fondé, quand je parlais du droit des affaires, je disais que le droit des affaires, il est fondé sur l'accompagnement du déploiement du capitalisme industriel, où il faut rompre avec la logique de la responsabilité. On est entièrement responsable de son patrimoine, vous vous souvenez, je vous l'avais expliqué la dernière fois. Et donc là, on est avec le droit des affaires, on crée les sociétés anonymes, on crée des personnes morales qui permettent de contourner le principe de l'unité du patrimoine, et en même temps de faire que les gens veuillent investir, mais que, on va dire, c'est pas un vrai patrimoine d'affectation, alors qu'en réalité c'en est un, mais parce qu'ils sont anonymes, pourquoi on parle de SA, Société Anonyme, et comme ils sont anonymes, c'est le patrimoine de cette personne morale qui est entièrement responsable, mais pas moi, ce qui fait si je perds seulement ce que j'ai mis, et je ne perds pas sur tous mes biens. Alors que théoriquement, en droit civil, on ne peut pas diviser son patrimoine. Là, c'est une manière de diviser son patrimoine pour donner aux gens l'envie d'investir sur le long terme, et donc c'est ça qui permet au capitalisme industriel de se développer. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Mais on a une deuxième chose, là, maintenant on revient sur notre sujet, qui l'accompagne, c'est le droit du travail. Le droit du travail, il accompagne aussi le développement de ce capitalisme industriel. Ben, il l'accompagne pourquoi? Parce que les patrons se trouvent dans une situation dominante, et cette situation dominante étant humain, donc étant des salopards comme tout le monde, j'exagère bien sûr, je pense, pour rigoler, hein. C'est pas tout à fait ça, mais enfin, ayant tendance à vouloir plus quand on a un peu, et vouloir encore plus quand on a plus, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils utilisent cette position dominante au détriment de leurs employés, et même au détriment de l'ensemble du système qui les fait vivre en tant que capitalistes. C'est ça qui est fort, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas capables de voir que leur comportement individuel vis-à-vis de leurs employés finit par mettre en péril le capitalisme lui-même sur lequel se fonde leur position de patron. Donc, qu'est-ce que fait la social-démocratie? Mais c'est pas seulement la social-démocratie, mais bien, le principe de la social-démocratie, que déteste Marx, à un certain niveau, eh bien, c'est qu'elle lutte pour la réduction du temps de travail, par exemple. Parce qu'effectivement, pour le fait qu'il y ait un droit du travail et qu'on ne puisse pas faire travailler tout le monde à n'importe quelle condition, dans n'importe quelle condition, la nuit, sans avoir des garanties. Elle crée des tribunaux particuliers, qui sont des tribunaux paritaires, avec des gens qui sont salariés, des représentants des salariés qui peuvent se défendre contre les patrons. Et en général, même, ces tribunaux vont devenir des tribunaux où les salariés vont être plus puissants que les patrons, au niveau de cette instance judiciaire elle-même. Et c'est normal. C'est normal. Mais ça, c'était valable quand on avait un développement de ces grandes unités de production, je vous dis des unités de production transitoires que sont les usines, les industries, et où il y avait un espace-temps du travail qui est stable, c'est-à-dire qu'on avait un espace dans lequel on va travailler. Et dans cet espace vers lequel on va travailler, c'est un espace donné, l'espace de l'usine ou l'espace du bureau, et donc on pointe. J'y vais à une certaine heure, je pointe, je sors à une certaine heure, je pointe. Et donc je pouvais clairement dire, c'est un progrès de dire, je pointe plus tard, et je pointe plus quand j'arrive, et je pointe plus tôt quand je sors, et je le fais que 4 jours par semaine, etc. Et je vais accroître un temps spécifique, qui est le temps des congés, puis des congés payés. Et donc ça, chaque fois, on voit bien que c'est un progrès social, c'est protecteur. Et bien en fait, ça permet même au système de fonctionner, puisque dans le même temps, il y a un accroissement de la productivité, qui même fait plus que compenser, comme on l'a vu, qui fait accroître sans cesse le produit intérieur brut, c'est-à-dire qu'on a besoin de cette réduction du temps de travail. À un certain niveau, pendant la première, deuxième, troisième révolution industrielle, avant celle que j'ai appelée post-industrielle, on a besoin de cette réduction pour pouvoir faire fonctionner optimalement le système, même pour les capitalistes eux-mêmes. Donc le droit du travail, il est fondé là-dessus. Il est fondé sur ces rapports de force pour pouvoir donner de la force à ceux qui n'en ont pas à la base et pour que le système fonctionne mieux de façon plus fluide. Donc il est fondé aussi sur le fait de reconnaître un droit de représentativité aux syndicats, ce qui est normal et ce qui doit continuer là pour le coup à exister. Il est fondé sur des caractéristiques qui sont toutes des caractéristiques des sociétés en phase d'industrialisation, c'est-à-dire des sociétés industrielles, des sociétés qui ont ces sociétés de production. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. D'abord parce que
même ceux qui travaillent, ne travaillent plus, pour beaucoup d'entre eux, de moins en moins, en un temps, c'est-à-dire c'est moins un espace donné qui est l'espace du travail. Et j'allais dire à la limite, comme on fonctionne encore dans l'inertie des anciennes habitudes, on pourrait de plus en plus se passer même du bureau, mais comme il y a l'idée qu'il faut aller au bureau pour travailler, on continue à maintenir cette exigence dont on pourrait se passer, dont on devrait même se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de travaux qui pourraient être effectués à la maison, mais comme on est encore parce qu'ils pourraient s'effectuer en réseau, on l'a vu, la technoscience du réseau, et qui va se développer de plus en plus, mais comme on est encore dans l'idée que travailler, c'est aller quelque part et y rester pendant un certain nombre de temps, c'est là-dessus qu'ils font des droits du travail aussi, hein, du coup, on va continuer à construire des bureaux. On va continuer à dire que ça doit se passer au bureau, que ça doit se passer dans cette unité de production. Alors que ce que montre Rifkin, par exemple aussi, c'est que même dans la production d'énergie, ça ne se passera plus au siège d'EDF. C'est-à-dire qu'EDF va être un prestataire de service de l'énergie qui sera produite par des millions d'opérateurs individuels qui seront un peu partout, qui ensuite ça va être redistribué, donc lui ce sera un opérateur de distribution. Et que même ceux qui sont opérateurs de distribution, ils ne seront pas obligés d'être dans un bureau. Ça sera complètement décentré, décentralisé. Il n'y aura plus un espace, c'est ce que j'appelle la dislocation de l'espace-temps du travail. Or, toute une partie du droit du travail est fondée sur l'espace-temps du travail en disant on veut réduire le temps de travail, ça veut dire on réduit le temps de travail dans un lieu donné. Mais oui, mais le lieu donné, où, quand, comment? Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a une exigence, c'est qu'on a un travail. J'ai un travail, parce que ce travail, il est attaché à mon identité. Ça veut dire que je suis boulanger, donc pendant toute ma vie, je serai boulanger, et je vais peut-être un jour devenir pâtissier, parce que je vais, je ne sais pas faire quoi, j'en aurai un peu marre, mais je vais évoluer dans la branche, et puis ensuite, je vais devenir autre chose, mais en fait, on voit que si je suis dans une entreprise, je vais accroître mon niveau dans cette entreprise, progressivement, et je vais accroître dans la hiérarchie, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir m'acheter petit à petit une maison qui me plaît plus, et puis en même temps, un jour je serai à la retraite, etc., donc je pourrai profiter de mon temps, j'ai fait mon petit calcul, etc. Et je construis mon identité en même temps que je construis ma vie laborieuse. Sauf qu'aujourd'hui, l'économie elle-même, elle a peut-être moins besoin de travail en général, mais elle a de plus en plus de besoin de gens qui vont jouer un rôle, mais qui peuvent jouer un rôle un jour, un autre rôle, un autre jour, et la semaine prochaine, un autre rôle. Mais ça, c'est pas possible, parce que le droit du travail, il est fondé sur le fait qu'on a un contrat spécifique, qui est un contrat dérogatoire. Le droit du travail, c'est ce que construit le droit du travail à la base, j'ai oublié de le dire, c'est un contrat spécifique dérogatoire du Code civil, qui est un contrat plus protecteur pour les employés, qu'on appelle le contrat de travail, en raison de cette position inégalitaire. Mais si on change de position, c'est-à-dire si on change le positionnement dans le rapport employé-employeur, en fait, pour moi, dans un certain sens, on peut revenir au droit civil. Le droit civil, c'est l'expression de la volonté, et on s'engage dans la volonté, et qu'on est responsable par rapport à l'engagement qu'on a effectué. Le problème, c'est que ce contrat de travail, aujourd'hui, il empêche la réalisation, aussi bien pour l'employé que pour l'employeur, d'avoir une multitude de travaux différents. Parce que j'ai un travail, ou je n'ai pas de travail. C'est-à-dire c'est binaire. Soit j'ai un travail, soit j'ai pas de travail. Alors que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on aurait de plus en plus besoin de gens, j'emploie le mot travail cette fois au sens noble, d'œuvrer si vous voulez, au sens de work, hein, pas au sens puisque ce serait une abolition du travail au sens péjoratif du terme, mais ça veut dire qu'on a besoin de gens qui travaillent, mais pas qui ont un travail. Ce qui pose problème, c'est j'ai un travail, j'ai un contrat de travail spécifique pour un job particulier. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça supposerait qu'effectivement, un individu peut avoir sa petite entreprise à un certain niveau et pouvoir être salarié d'un autre à un autre niveau, faire autre chose à un autre niveau. Mais ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Sauf en faisant semblant de faire quelque chose pour faire autre chose, travailler au noir, faire je ne sais pas quoi, etc. Or, la réalité, c'est que c'est vraiment ce dont a besoin l'économie aujourd'hui. Ça, de ce type de choses. La réalité, c'est que les individus aspirent aussi à ça. Ils ont peur, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils seront sans filet, etc. Mais c'est à ça qu'ils aspirent, puisqu'ils veulent avoir une multitude d'expériences qu'on voit. Ils veulent s'enrichir par les expériences, mais ils ne veulent pas être dominés, effectivement. Ils ont le sentiment qu'ils seront dominés si c'est comme ça, parce qu'il y aura la contrainte du droit du travail. Alors qu'en réalité, la flexibilité par le bas, qui est le corollaire de la flexibilité par le haut, cette flexibilité par le bas fait que oui, on va dire le mot, un patron, il pourrait se débarrasser d'un employé quand il le veut, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans ce système, comme il y aurait un revenu universel de haut niveau, l'individu, il aurait peut-être plusieurs boulots à la fois, et que s'il est compétent, de toute façon, il deviendra une denrée rare à un certain niveau, au-delà du revenu de base qu'il a, qui sera un revenu
je vous dis encore une fois élevé, ce n'est pas un revenu de précarité comme le chômage qui est là pour gérer une situation. Ça veut aussi dire que l'individu, le patron en question, qui est dans son truc, lui, par rapport à son impôt sur le capital global qu'il doit absolument payer, quand il tombe sur quelqu'un d'ultra compétent et qui, par ailleurs, comme il y aura moins de contraintes administratives pour fonder sa propre entreprise dans un tel système, parce qu'on ne voit pas à quoi ça servirait, ça veut dire qu'il sait que le type qui est ultra compétent, il peut la monter, sa propre entreprise, assez facilement, que les banques vont lui prêter, donc il aura intérêt à rémunérer le plus possible, autant qu'il peut se le permettre, cet employé, si vraiment cet employé, il est vraiment efficace. Et donc l'employé, il pourra avoir autant d'impact sur le patron que le patron sur l'employé. On n'aura plus une situation qui est une situation d'inégalité objective avec la pression permanente qu'on a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le chômage, ça finit par devenir dans notre société une sorte comment on peut dire, de levier patronal pour dire attention, comportez-vous bien parce que moi je vous vire et vous êtes au chômage. Vous avez vu la situation de l'emploi aujourd'hui. Alors que là on ne serait plus dans ce cas. C'est-à-dire que paradoxalement, le maintien du droit du travail en l'état, ça engendre un système qui fait perdurer la domination finalement des patrons sur les employés parce qu'ils peuvent faire pression sur les employés qui ont peur d'être mis au chômage. Parce que pour eux ça signifie effectivement l'effondrement, presque la fin de vie avant l'heure. Donc ça veut dire que dans ce contexte, immédiatement, le système, on voit bien qu'il aurait changé de focalisation. Il ne serait pas focalisé sur l'emploi, créer des emplois, le travail, l'industrie, etc. Il serait focalisé sur ce qui a toujours été l'objectif, c'est-à-dire produire de la richesse, distribuer de la richesse pour en jouir. Comment optimiser ça le mieux possible? Ça serait ça le curseur du système. Et donc, certains vont me dire, oui mais alors, la plupart des gens ne font rien. C'est quand même très mal connaître l'espèce humaine. Parce que l'espèce humaine, elle fonctionne sur le désir permanent de se distinguer, mais de manière multiple. C'est-à-dire que vous mettez des gens dans une salle, ce qu'ils veulent, c'est se distinguer. Enfin, on l'a expliqué déjà. Ils veulent faire leur malin. Tout le monde veut faire son malin. On peut faire son malin en ne parlant pas, on peut faire son malin comme moi en parlant trop, on peut faire son malin avec une Lamborghini, on peut faire son malin avec une 2 chevaux, parce que c'est encore plus classe, même si on a, je vous dis, un hôtel particulier dans le 7e, mais ça fait encore plus modeste et sympa. On peut faire son malin comme Bobo, on peut faire son malin comme Marseillais, ça se voit plus, mais n'empêche qu'on fait quand même son malin. C'est-à-dire qu'on raconte des histoires, on narre ce qu'on est, on a besoin de trouver un sens à sa vie, on l'avait expliqué, on l'avait dit, on a un rapport esthétique qui préside, qui est bien antérieur à l'éthique. Et donc, qu'est-ce que feront les humains? Ils feront leur malin. C'est-à-dire que certains auront envie d'être plus riches, d'autres auront envie d'être des grands artistes, d'autres auront envie de faire ceci, cela, etc. Et ça va créer quoi? Une société de la créativité. Parce que les humains ont horreur du vide, c'est évident qu'ils ont horreur du vide. Ah oui, il y aura peut-être des gens qui ne feront rien. Oui, il y a des gens qui sont neurasthéniques, je suis d'accord. Les gens qui sont paresseux, c'est une forme de neurasthénie larvée. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Mais il n'y en aura pas plus qu'aujourd'hui. Non, je pense pas. Je pense qu'il y en aura moins qu'aujourd'hui. Je pense qu'il y en aura moins parce qu'une partie de la neurasthénie, c'est « Ah, je suis dans une situation dans laquelle je ne voudrais pas être, donc... » Ça me fait penser quand je faisais mon service militaire, malheureusement, un des derniers. Quand je faisais mon service militaire, c'était cette idée « Je ne veux rien foutre ». Et pourtant, des gens très actifs. On voyait des gens qui étaient actifs, mais ils ne voulaient rien. Leur idée, et l'accomplissement de leur journée, c'est jusqu'à quel point ils avaient réussi à ne rien faire. Et c'était l'accomplissement de leur journée. Et c'était fier de ça. Je ne sais pas si ceux qui ont fait leur service, vous savez que c'était ça. Vous voyez, je ne dis pas. C'était l'idée, j'ai vraiment réussi à ne rien faire. J'ai vraiment détourné, roulé le système. Là, on n'est plus dans un système où on roule le système. Il n'y a plus de raison de travail au noir. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de détourner quoi que ce soit. Il n'y a pas de raison d'essayer. Il n'y a pas de niche fiscale ou quoi que ce soit. C'est ton patrimoine. Point. Le reste, on s'en fout. Ton patrimoine global. C'est pas de la rustine. On va redistribuer. On va faire un contrat. Truc. Non, tu as un contrat civil. Tu engages ta volonté, tu as ton revenu universel, tu en fais ce que tu en veux, et bien sûr, attendez, ça suppose quand même des ajustements, je dis de manière générale. C'est-à-dire que cette flexibilité, malgré tout, elle ne peut pas être entièrement présente partout. Par exemple, il y a des secteurs clés comme la santé, où il y a un engagement avec un certain nombre de contraintes, le type ne peut pas partir, parce que moi, ça serait aussi la supposition que le type il peut partir. C'est pas seulement du côté de l'employé. Donc là, il y a des exigences en matière de santé, en matière chez les fonctionnaires, un certain nombre de choses précises. Il y aurait le maintien d'un autre impôt, j'ai oublié de dire, mais qui est l'impôt indirect, la TVA, qui ne me semble pas, contrairement à ce qu'on dit, un impôt injuste. Puisque c'est un impôt sur la consommation, c'est un impôt au contraire qui permet le pilotage.
Et qui permet quoi comme pilotage? Ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est le pilotage écologique. Pour moi, l'intérêt de la TVA, c'est ça. C'est le pilotage écologique. C'est-à-dire que, par exemple, la cigarette, si on veut l'éliminer parce qu'on trouve que c'est pas écologique, que c'est pas bon pour la santé, ou tout ce qu'on veut, eh bien, on ne l'interdit pas parce que ça serait limitatif de la liberté. Mais par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on la rend 10 fois plus chère. Ce qu'on fait aujourd'hui, pas jusqu'à 10, mais moi je serais pour qu'on aille plus loin. On la rend 10 fois plus chère. En la rendant 10 fois plus chère, ça fait un impôt qui pilote, c'est un terme en termes de pilotage. Donc on rend plus ou moins rentable des secteurs qu'on estime être des secteurs clés, jusqu'à un niveau qui peut être énorme, pour permettre ensuite de redistribuer ce produit de la TVA sur ce qu'on veut éliminer ou réduire comme activité, pour accroître des activités qu'on estime être des activités importantes et qui peuvent ne pas être rentables du tout. Et on les rend rentables. Ça sert à ça. Pour moi, la TVA, ça sert à ça. C'est pas une question de justice, ça sert à ça. Et ensuite, à cela superposer l'impôt sur le patrimoine global et un revenu universel. Et à mon sens, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un phénomène étonnant qu'on appelle la croissance. Alors qu'aujourd'hui, on fait tout pour écraser la croissance, mais on a un phénomène de croissance. Aujourd'hui, on est sans cesse en train de courir après des pays qui sont encore en croissance, par exemple la Chine, en disant « c'est horrible, on n'y arrivera jamais parce que les Chinois, ils sont vraiment forts ». C'est pas qu'ils sont forts, ils sont dans la phase d'industrialisation dans laquelle nous sommes déjà passés. Donc, si on fonctionne, et eux, comme ils commencent à dépasser, ils commencent à arriver à un point, aujourd'hui, où leur croissance, elle aussi, s'écrase, parce que justement, ils l'ont passé. Et donc, ça veut seulement dire que, parce qu'on est en avance et qu'on pourrait passer à une autre phase, on s'abstient de passer à une autre phase, en courant après quelque chose que nous avons déjà franchi, en fait, et qui finit par nous écraser. Donc, ça veut dire que, en toute hypothèse, si la technoscience continue à se déployer comme elle se déploie, et il y a fort à parier que ce soit le cas, sans entrer dans l'imaginaire prospectif du transhumanisme proprement dit, à minima, du point de vue économique, il faudra une transformation radicale qui devra, moi c'est une hypothèse, parce que il y a peut-être d'autres voies, parce que j'ai essayé de chercher quelque chose. Je trouve quelques hypothèses que j'essaye d'expliquer en disant oui, c'est la pure utopie. Donc une des premières remarques qui m'a été faite, c'est de dire les gens ne travailleraient pas. Donc j'ai essayé de vous dire c'est faux, ils travailleraient, mais ils travailleraient d'une autre manière, ça se réarticulerait d'une autre manière, parce que les gens veulent être riches, ils veulent être beaux, ils veulent être ceci, ils veulent être cela. Évidemment, quand ils sont neurasthéniques, ils ne veulent rien, mais en général, c'est justement parce qu'ils sont au chômage, donc dans un autre système, qu'ils veulent rien. Il y avait autre chose dont je voulais parler. C'est la question, qui est une question plus hautement philosophique, j'ai évoqué un peu au début, mais qu'il faudrait développer, c'est la question de la propriété. Parce que la propriété, je crois, vous voyez, quand je dis le patron qui a immobilisé, un capitaliste qui a immobilisé 2 milliards d'euros, par exemple, en immobilisation, il a le sentiment que c'est à lui, que c'est entièrement à lui, alors que, pour moi, quand c'est 50 000 euros, c'est plus à lui, c'est-à-dire par degré, que s'il arrivait à en faire 50 milliards d'euros. S'il arrivait à en faire 50 milliards d'euros, ça serait moins à lui, pour moi. Justement parce que c'est 50 milliards d'euros, et que ça dépasse même ses capacités physiques de jouissance de ces 50 milliards d'euros. C'est-à-dire que la jouissance directe qu'il peut effectuer, c'est-à-dire le fait de s'acheter des beaux habits, de faire etc., elle est très largement dépassée par les 50 milliards d'euros. Ça veut dire que tout ce qu'il va faire, c'est une jouissance, on pourrait dire, spéculative, au sens mental du terme. C'est une jouissance qui est dans le fait de jouir de les avoir, ces 50 milliards d'euros. Donc pour moi, ces 50 milliards d'euros, ils lui appartiennent moins, parce que par contre, ils sont directement déterminants dans la jouissance d'autres individus. Et là, une jouissance immédiate. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que lui, mais il jouit jusqu'à un certain niveau, il va s'acheter un grand yacht, il va faire un truc, ça, mais il y a des limites corporelles à la jouissance. 50 milliards d'euros, non, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est plus de la jouissance spéculative. Je sais que ces avions m'appartiennent au loin, mais comme je ne peux pas être dans tous ces avions en même temps, ou je sais que toutes ces maisons m'appartiennent, mais je suis dans une en même temps. Et quand même. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il mobilise de l'espace de jouissance pour autrui, dont lui-même ne peut pas profiter. Vous voyez ce que je dis? Et donc ça, pour moi, rien que ça, c'est la première raison pour laquelle, lorsque l'élargissement du le capital s'élargit, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il continue à avoir le contrôle, moyennant la sélection par un impôt progressif sur le patrimoine global qui montre que si vraiment à un moment donné ça cloche, poum, il est obligé de réduire son capital, et donc ça permet en même temps de réduire les entités à un capital quand même à échelle plus humaine, en fonction de ce qu'on veut.
avec la progressivité de l'impôt en question. Et donc ça, c'est la première raison, parce que ça pourrait profiter à quelqu'un d'autre, il mobilise de l'espace de jouissance d'autrui, que lui ne peut pas utiliser. Et puis la deuxième raison, je vous disais, c'est parce qu'une décision met en jeu directement la vie de milliers de gens, ce qui fait que c'est une décision politique. Beaucoup moins que si c'est 50 000 euros. Vous voyez? Donc ça, c'est deux raisons qui font que pour moi, la propriété ne peut plus être quelque chose d'insécable, avec une définition précise. C'est une propriété, en quelque sorte, qui s'auto-démembre, pour parler en juriste, à mesure qu'elle s'élargit, qu'elle atteint des seuils trop importants. Oui. Et finalement, quand on réfléchit, je me demande s'il ne faudrait pas changer le sens même de la propriété pour considérer que ce qu'on appelle propriété, c'est un emprunt relatif, un emprunt à terme. On emprunte une partie de la réalité qui nous est donnée, de l'environnement. Et donc cet emprunt, le fait de le considérer comme ça, psychologiquement, ça permettrait de comprendre que puisque ça a été emprunté pendant notre vie et qu'on a le droit d'en jouir, parce qu'on a réussi à faire un certain nombre de choses, c'est pas forcément pour ces raisons-là qu'on a le droit systématiquement d'en transmettre la totalité à ses enfants, par exemple. Alors que c'est incompréhensible aujourd'hui, du point de vue instinctif, de c'est ma propriété, je la transmets à mes enfants, j'ai travaillé toute ma vie pour mes enfants, etc. Je sais qu'on ne pourrait pas l'enlever complètement, mais on pourrait limiter déjà en disant, mais quelque part c'est un emprunt qui a été fait. Et donc tout ce que ça permettrait de résoudre aussi la question de la multitude des perspectives de propriété sur un même objet. Je vous disais l'exemple de l'architecte qui a fait cette maison, qui pourtant, il y a un individu qui habite cette maison qu'il a achetée, et puis un photographe qui va le faire, et puis on pourrait même imaginer ensuite un peintre qui utilise la photographie pour peindre quelque chose, et puis à l'infini. On dit la propriété de qui, quand, comment, quel objet. Et avec la technoscience, on a une démultiplication avec le monde virtuel. On a une démultiplication de ce qu'est la propriété. On a une démultiplication, on pourrait dire, sans jeu de mots, et je crois que je l'avais déjà fait, donc je fais mon malin doublement, des propriétés de la propriété. C'est-à-dire des caractéristiques intrinsèques de ce qu'est être propriétaire. À mon sens, ça, il faut absolument que ce soit repensé. Mais il ne faut pas être dans... Le problème, c'est que quand on dit ce qu'on dit, ce que je dis là, je risque, je le sais, souvent dans ce que je dis, j'ai cette tendance à me mettre à dos à la fois ceux qui s'estiment être du côté des salariés parce qu'ils ont le sentiment que je suis pour détruire le système, et ils me mettent immédiatement dans la case, parce que c'est facile, du néolibéral obsédé par le capitalisme, et etc. Et puis en même temps me faire détester par les capitalistes et les patrons parce que je remets en cause la transmission du patrimoine, qui est le truc bourgeois par excellence, le vieux rêve absolu de tout bourgeois qui a le sentiment, dans un rapport familialiste bourgeois, d'avoir justifié sa vie parce qu'il a travaillé pour ses enfants, qui eux-mêmes vont travailler pour leurs enfants, et pour leurs enfants, pour leurs enfants, pour leurs enfants, ad infinitum. Donc je me mets d'un côté à dos les salariés, de ceux qui pensent être... et puis d'un autre côté les patrons, parce que c'est quand même l'horreur de l'horreur, mon idole de la compétitivité où ça doit être à égalité, la flexibilité par le haut, l'impôt sur le patrimoine, enfin vous n'y pensez pas, etc. Mais c'est parce que, en réalité, si je suis susceptible de me mettre à dos les deux pôles, c'est tout simplement que ce que je propose c'est un autre système. Donc si vous le lisez, vous allez le lire dans les termes de « Ah, c'est un socialiste », « Ah, c'est un libéral, néo-capitaliste ». Mais non, ni l'un ni l'autre. Enfin, j'anticipe sur ça, c'est vraiment ni l'un ni l'autre. C'est un autre système qui, en fait, n'est pas socialiste, mais qui n'est pas capitaliste non plus, qui fonctionne sur autre chose. Sur autre chose, sur le fait qu'on a dépassé l'industrie comme étant une nécessité attachée au revenu. Et donc, on doit penser autre chose, simplement. Voilà. Oui, allez-y, n'hésitez pas. Sur la redistribution, vous l'envisagez au niveau national, européen ou international? Ouais, alors ça, la question, c'est une bonne question, la question du national, international, européen, etc. C'est qu'évidemment, un système comme ça, c'est difficile de le faire marcher si on n'est pas dans un espace économique qui a déjà une certaine puissance. C'est difficile. Néanmoins, une fois qu'on l'a fait marcher dans cet espace, on devient plus compétitif que les autres. Et je vais vous dire, ceux qui sont allés dans cette voie, c'est les pays scandinaves, et jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas eu à s'en plaindre. Et en particulier aujourd'hui, le pays qui va le plus loin là-dedans, c'est la Finlande, qui est en train de réfléchir à l'installation d'un revenu universel. Ça fait rigoler les autres, mais jusqu'à preuve du contraire, cette espèce comment dire, ils ne sont pas encore à ce revenu universel, ils sont en train d'y réfléchir. En Suède, ils sont dans cette idée de sécurisation sociale, qui n'est plus de la sécurité sociale, qui est à la limite du revenu universel, hein, qui est vraiment avec un processus de sécurisation sociale extrême, et qui n'est pas contradictoire d'une compétitivité économique extrêmement forte,
qui fait que le pays s'enrichit. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile, la version radicale qui est la mienne, c'est plus difficile. Néanmoins, la version radicale que je propose, effectivement, je pense qu'elle fonctionnerait d'autant mieux sur l'espace, qui est l'espace économique, où il y a encore, jusqu'à aujourd'hui, le plus gros produit intérieur brut au monde, qui est l'Union européenne. Effectivement, à l'échelle de l'Union européenne. Mais le problème de l'Union européenne, c'est qu'on n'est déjà pas foutu de se fédérer à un niveau minimal, et qu'on est tous en train de se retrancher sur nos souverainetés nationales. Ça ne va pas s'arranger après les élections, je pense, régionales. Ça ne s'arrangera pas avec le discours actuel de nos gouvernants, je pense, hein, qui ont l'air d'avoir tout compris, hein, sur tous ces enjeux-là. Ça n'a pas l'air de s'arranger avec tous les partis populistes de UKIP, United Kingdom Independence Party, qui dit bien ce qu'il veut dire, jusqu'au Parti de la Liberté, Parti de la Liberté en Autriche, Parti de la démocratie du centre, contrairement à ce que son nom l'indique, qui n'est pas très favorable à la démocratie ou de moins en moins, en Suisse, Parti du progrès en Norvège, et qui ont tous le même programme, le souverainisme absolu, se retrancher derrière la nation, éliminer la globalisation, le capitalisme et les musulmans, comme si c'était pareil, en fait, en gros, à peu près, l'islamisation. Vous remarquerez, hein, dans tous les best-sellers de ces dernières années, c'est islamisation, capitalisme, globalisation, c'est pareil. Oui, je pense que à l'échelle, il faudrait que ce soit à l'échelle de l'Union européenne, ou au moins, on va dire, l'échelle franco-allemande, à minima, c'est-à-dire qu'il y a un espace économique suffisamment puissant. Mais une fois qu'on est parti dans cette logique, de toute façon, on ne devient plus performant que les autres. Simplement, l'exemple scandinave, en ayant fait un tout petit peu, tout de suite, on voit qu'il y a une performance supérieure. Simplement. Et qui ne gère plus le rapport au chômage, l'emploi, de la même manière. Autre question? Oui, je vous en prie. Je sais que vous aimez bien poser des questions. Non, je voudrais revenir un peu sur la structuration sociale quand même telle qu'elle existe malheureusement actuellement. Alors si on regarde les structurations sociales, dans la planète, il y a des gens qui vivent avec les femmes qui marchent pieds nus et qui portent des choses sur la tête, là, et qui n'ont pas accès à l'eau, des gens qui sont dans l'ère industrielle 19e siècle, des gens qui sont post-industriels. Tous ces gens vivent en principe dans le même temps contemporain. Étant donné la façon dont les rapports de force existent, sur quelle base sociale on pourrait s'appuyer pour faire triompher ce que vous dites, là, je sais pas, produire et distribuer la richesse, là, et voilà, une société magnifique de créativité, etc. Je veux dire, s'il n'y a pas de base sociale... Il y a une base sociale, c'est ce que j'ai montré pour ça, en disant la plupart des enquêtes montrent que c'est une aspiration, c'est devenu une aspiration sociale, ce truc bien-être, créativité, etc. Et ça s'accroît d'année en année, chaque fois qu'on fait des enquêtes. Donc elle y est, cette aspiration, les gens veulent ça. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une impulsion politique et juridique. Et ça n'a jamais pu, on n'a jamais pu permettre de se développer, il ne faut pas développer un phénomène s'il n'y a pas une impulsion politique et juridique. Ça veut dire que il n'y a pas beaucoup de chances que ça arrive, c'est pour ça que j'ai conscience que c'est de la pure utopie, mais je ne peux pas m'en empêcher. Mais j'ai conscience que c'est l'utopie, au sens où c'est nulle part, utopie. Ça n'a pas de topos. Mais en réalité, ça ferait... En réalité, le système dans lequel nous perdurons aujourd'hui, c'est un système qui gaspille de l'énergie, qui gaspille les forces productives. C'est un système de gaspillage, pas seulement de gaspillage au sens de l'énergie, au sens matériel du terme, quoi, de l'électricité, etc. Je veux dire, c'est un système de gaspillage au sens des énergies créatives des gens. C'est un système qui use la population, qui use même ceux qui pensent en bénéficier. Un peu comme le communisme, dernière période, ça usait les apparatchiks eux-mêmes, qui ne s'en rendaient pas compte. Donc là, ça use même les apparatchiks du système, mais qui en même temps veulent continuer à être dans ce système et ne peuvent pas s'en empêcher parce qu'ils ont l'impression qu'ils perdraient quelque chose. Mais donc je sais, oui, je ne sais pas ce qu'il faudrait. Il faudrait, je sais pas, il faudrait Philippe le Bel. Je l'avais dit la dernière fois, il me semble. Il faudrait Philippe le Bel, mais bon, Philippe le Bel, même encore aujourd'hui, il y a des gens qui disent que c'est un salopard, ils le traitent de fou, etc. Des historiens qui disent ça. Donc il faudrait qu'il soit capable non seulement d'être détesté par ses contemporains, mais qu'il se prépare dans sa tombe à être détesté pendant 2 ou 3 siècles. Même plus, 5-6 siècles. C'est quand même... On ne peut pas demander ça à Manuel Valls ni à François Hollande, c'est pas le profil. D'être détesté déjà pendant 10 secondes, c'est pas possible pour eux. Donc, d'être en gros... De Gaulle, il y arrivait. Il arrivait à être détesté pendant 1 an ou 2.
Et déjà, ça en a fait un grand homme incroyable. C'est pas mal. Ben, aujourd'hui, on a des hommes politiques qui ne sont pas capables d'être détestés pendant 3 secondes, 4 secondes. Donc, ouais, j'ai un peu d'espoir. Ouais. Mais, pourquoi pas, hein. Peut-être qu'un jour, ça va marcher. Ça marche, sincèrement, les pays scandinaves s'orientent vers ça, progressivement. Théoriquement, on est quand même plus puissant que les pays scandinaves encore en produit intérieur brut. Donc on devrait pouvoir. Mais le problème, c'est qu'en même temps, on est pris de façon beaucoup plus profonde dans l'inertie des anciennes habitudes, en France en particulier. Dans l'inertie idéologique de ce qu'on considère comme étant du progrès, de ce qu'on considère comme étant pas du progrès. On est pris dans des jeux de posture. On est socialiste, l'emploi, le social, c'est ça, c'est pas autre chose. On est libéral, ça veut dire ça et pas autre chose. Donc, comme on est pris dans ces antagonismes fallacieux, je vois pas trop, j'ai pas beaucoup d'espoir pour de voir quelqu'un qui, à un moment donné, dirait bon, très bien, on va tenter ça. Alors que tout ce qu'il tente, c'est-à-dire rien, ne fait qu'approfondir ce qu'ils appellent eux-mêmes la crise. Une espèce de crise avec des gens qui, pour être élus, se disent on ne sait jamais. Si le chômage baissait un tout petit peu juste avant les élections, donc je sens que ça va venir, j'ai fait 2-3 petits trucs, 2-3 rustines par là, peut-être que ça il va y avoir un chic qui va faire ça, et puis je me représente, on ne sait jamais. Voilà. C'est ça le rêve de toute la politique aujourd'hui. C'est fascinant, enfin, ça fait quand même peur, je trouve. Il me semble être un petit point, justement, un petit peu aveugle sur votre démonstration. C'est que il y a un blocage au niveau de la propriété privée et de tout ce que ça implique dans la société actuelle, au niveau des technosciences. Pour moi, je penserais fort, par exemple, à la situation des grosses sociétés en pharmacie. Les grandes sociétés en pharmacie, depuis 10 ans, elles sont dans une impasse totale. Et l'impasse totale, elle est due en grande partie à la question de la propriété privée, des histoires de brevets, de choses comme ça, et que maintenant c'est impossible de sortir un médicament s'il ne fait pas au moins 2 millions de dollars, hein, sinon on ne le fait pas. Et tout ça, ça apporte des tas de situations absolument dommageables, entre autres le fait que tous les 5 ans, on a un scandale majeur au niveau de... C'est vrai. Et la solution que vous présentez, là, elle ne permet pas de solutionner ça, parce que ça ne change rien à ce niveau-là. Parce qu'il faut... Et il y a aussi autre chose qui joue, et qui peut être une esquisse de solution, même si moi je trouve qu'il ne faut pas non plus mettre en avant, c'est tout ce qui s'est passé en informatique autour des trucs de libre. Parce qu'au niveau de tout ce qui est libre, Linux, etc., il y a un côté très utopique, barbu, on va faire un truc avec Linux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des sociétés. Actuellement, la société qui investit le plus dans Linux, actuellement, c'est IBM. C'est très très paradoxal. C'est pas si paradoxal, je crois, parce qu'il y a une manière de récupérer ce qui, pour recontrôler ce qui, à l'évidence, peut plus être contrôlé. Mais ils jouent en partie du jeu, parce que... Obligé, parce qu'une fois que ça a dépassé leur périmètre, ils sont obligés de... En partie, ils ont des ingénieurs qui bossent totalement gratuitement sur... Oui, mais je veux dire, par exemple, des grosses sociétés qui rachètent des startups pour être sûr que... même c'est un peu le même principe quand même, l'idée de contrôler, parce qu'on peut plus, ils sont opposés, ils n'arrivent plus à s'opposer, donc le meilleur moyen de contrôler, c'est, comme on est encore plus puissant, pour quelque temps, il vaut mieux racheter. Ouais. Ça paraît logique. Parce que le problème, c'est que le privé, il y a l'histoire de la propriété privée, puis toute une vieille analyse marxiste, mais il y a aussi la question du commun, et par exemple au niveau informatique, c'est vrai qu'il y a un espace commun pour tout le monde qui peut être tout à fait utile. Mais vous savez que c'est ce que je voulais dire lorsque je parlais de la révision de la définition de la propriété. J'ai pensé un peu à ce que vous disiez là. Et effectivement, l'analogie avec l'informatique, je la trouve très intéressante, parce que c'est la question de l'open access. Et moi je pense que justement dans le domaine pharmaceutique, et le rapport au brevet, il doit peut-être pas briser complètement le brevet, la logique du brevet, mais en tout cas la transformer, la repenser très sérieusement. C'est très très bizarre, parce que moi, mon père travaillait dans ce domaine, et jusqu'aux années 60, on n'avait de toute façon pas le droit de breveter un médicament. C'était interdit. On ne pouvait pas breveter un médicament. Un médicament, ce n'était pas considéré comme étant une invention. C'était une découverte,
quelque chose de scientifique. Et alors, là aussi, ça pose après la question de la technoscience, parce qu'on peut avoir plusieurs définitions de la technoscience, mais pour moi, la technoscience, c'est qu'on n'arrive plus à distinguer ce qui est de la technique et ce qui est de l'ordre de la science. Pour moi la technoscience, à la base, c'est l'idée selon laquelle, jusqu'au début du 19e siècle, on a fait l'année dernière dans le séminaire, on avait d'un côté la technique considérée comme de l'art, en quelque sorte, mais au sens d'artisanat, avant qu'on invente l'idée d'art au sens de créativité artistique, et d'un autre côté, on avait une science qui était à cheval sur la philosophie, parce que c'était Aristote, et puis des Démocrite, enfin des gens qui pensaient le monde, et qui le pensaient en essayant d'être rationnels, mais qui ne pensaient aucune application, qui ne s'intéressaient pas à l'application. Et à un moment donné, la science s'est mise à nourrir la technique et faire accélérer la technique, et au-delà même de l'accélération de la technique est devenue le laboratoire du progrès scientifique. Par exemple, un avion, c'est pas seulement que la science a fourni ces mises, alors que au XVIIIe siècle, je vous disais, même dans l'encyclopédie Diderot d'Alembert, on a des entrées séparées pour art, au sens artisanat, technique et science, comme si c'était complètement distinct. Mais c'est pas seulement que la science va se mettre à dire, tiens, mais on pourrait agir sur le monde à partir de ce qu'on a découvert, ce qui est quelque chose qui est très tardif, vraiment très tardif, dans l'Antiquité grecque, cette idée-là n'existait pas, mais que la technique, et ça on ne l'a peut-être pas trop développé, va devenir elle-même le laboratoire de la science, comme dans un cercle, parce que par exemple un avion qui a été construit parce que les règles, les lois de la thermodynamique, de l'attraction, machin, etc., donc on fait fonctionner cet avion, mais en même temps l'avion, quand il fonctionne, je prends l'exemple de l'avion parce qu'il est bourré de capteurs, j'aime bien l'avion aussi, il est bourré de capteurs, et chaque fois qu'un avion décolle, enfin un avion de ligne en général décolle et atterrit, toutes les informations, elles sont centralisées sur un ordinateur et elles servent ensuite à améliorer la connaissance qu'on a de l'aérodynamique. Je veux dire donc que c'est ça qui va produire cette accélération, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle de technoscience. C'est qu'il y a la science qui va nourrir la technique, mais la technique qui va nourrir la science en devenant l'espace d'expérience des lois qu'on voudrait être des lois fondamentales. Le problème, c'est que cette technoscience, c'est ce que j'essayais de montrer, elle a passé un palier aujourd'hui. Elle n'est plus une technoscience de l'aide, de l'amélioration. Elle n'est même plus une technoscience, finalement, quand on parle de l'homme augmenté, de l'augmentation. Elle est une technoscience de des reconstructions, des conditions de base. Pardon, même quand on parle de physique nucléaire, la physique nucléaire, c'est pas comme une physique qui est seulement une physique qui observe des relations qui sont des relations physiques. La physique nucléaire, c'est une physique de l'action, c'est une physique appliquée aussi, puisqu'on provoque des réactions, donc c'est une physique appliquée, c'est pas seulement une physique qui observe en laboratoire des choses et ensuite détermine un certain nombre de lois, mais qui agit en plus au niveau de la structure et qui est susceptible de créer des structures matérielles qui n'auraient pas existé si on n'avait pas fait cette réaction. Alors que si je fais une chaise, j'articule différents objets, eh bien, de toute façon, la structure qui m'a permis de construire cette chaise, elle aurait existé même si je n'avais pas fabriqué la chaise en tant que telle. Alors que si je fabrique du plutonium, je dégage du plutonium comme déchet nucléaire, ce qui se fait chaque fois qu'on... ce plutonium, c'est simplement de la matière, dans sa structure même, qui n'aurait pas existé dans l'univers. Donc qui a été construite, quoi. Et de la même manière chez l'humain, lorsque je vous disais, la prothétique hybridative qui consiste à brancher une main sur le système nerveux, comme on l'avait dit dans la première année, il y a préhension et sensation, les deux, on dissout la définition de ce qu'est un corps, puisque le corps c'est le périmètre nerveux, et là, d'un seul coup, le périmètre nerveux n'est plus en rapport direct avec mon patrimoine génétique, ce qui a été construit. Donc là, on voit bien qu'on est dans la déreconstruction, puisque ça a été déconstruit, en même temps ça va être reconstruit, puisqu'on va avoir une main peut-être plus performante, qui va plus suivre l'évolution génétique, l'évolution biologique, de la même manière qu'on va avoir un environnement, si ça se trouve, qui progressivement va être déreconstruit, va être mis au pas en quelque sorte. Et quand on dit qu'il va être mis au pas, c'est pas comme de l'agriculture qui serait sophistiquée, c'est même pas comme les OGM. Ça va plus loin que ça. C'est une déreconstruction du rapport lui-même. Et dans cette déreconstruction du rapport lui-même, la nécessité du travail humain, c'est là ce qu'on voit, la nécessité du travail humain, c'est-à-dire de l'effort, je veux dire objectif, physique, de l'effort mental, et même de l'effort mental décisionnel, eh bien, cette part est de plus en plus infime. Ça veut dire qu'il faut repenser même la coévolution homme-machine, et qu'à la base, là j'en étais, il faut repenser évidemment notre rapport au travail, et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui.